Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique, même en vacances. Comment ça va, Roman, cet été chaleureux? Ça va très bien, et toi? Bah ça va toujours, d'autant plus que là, voilà, on se retrouve pour un épisode estival. On n'avait pas fait ça la dernière fois. C'est la première fois qu'on vous parle pendant l'été, on est super content de le faire. Ça va évidemment être un épisode un peu plus détente, vous avez vu le titre, on va en parler juste après, mais avant toute autre chose, au moment où sort cet épisode, alors on enregistre quelques jours avant évidemment, mais on peut déjà annoncer quelque chose de hyper cool qui arrivera sur nos réseaux et sur notre chaîne YouTube dans la semaine qui va suivre. On n'a pas de date précise, nouer les dates précises, j'ai tenté 2-3 fois, ça marche pas hyper bien, mais dans les jours qui viennent, Roman, est-ce que tu peux nous dire ce que nous avons fait hier ? Eh ben hier, nous avons interviewé Xavier et Douglas, le duo de Double Danger, donc les compositeurs derrière les bandes originales de Vermine et surtout actuellement de Evil Dead Burn. Ouais, qui est sorti en salle il y a quelques jours. On a donc pu les interviewer sur un long format de 1 heure. C'était une discussion passionnante où on a pu revenir sur leur style de composition, leur appréhension générale de la création musicale, leur regard sur ce que doit être la musique dans un film d'horreur et évidemment un retour plus en profondeur sur le travail qu'ils ont pu produire, notamment sur Vermine et sur Evil Dead Burn, en faisant également un petit détour sur le titre qu'ils ont produit pour le générique de fin d'Evil Dead Burn. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi nous parlons. On peut juste vous dire que ont été droppés dans cette interview au sein d'une même phrase Knocked Loose, Meshuggah, Britney Spears et Sun pour les connaisseurs. Bref, c'était trop bien, on a trop hâte de vous montrer ça. Et évidemment, merci à vous de nous écouter, de voir un peu tout ce que nous faisons. C'est grâce à vous qu'on a ces opportunités et on est hyper content de pouvoir vous proposer ça. Et autre annonce aussi, Metropolitan distribue à l'heure actuelle le dernier film de Greg Araki. On a pu le voir en projection presse, donc allez-y le voir aussi. Alors, rapidement pour en parler avant d'entrer dans le dur de l'épisode, Greg Araki c'est qui ? C'est vrai qu'on en a jamais parlé à ce micro, même si alors c'est un réalisateur qui a toujours été à la lisière du fantastique, donc ce serait un peu compliqué, mais c'est un des réalisateurs américains les plus importants des années 90, notamment pour toute la communauté alternative, j'aime pas ce terme, mon dieu, mais queer, etc., qui, notamment au travers de sa Teenage Apocalypse trilogie, que représente donc Totally Fucked Up, Nowhere et Doom Generation, a vraiment été quelqu'un d'hyper important culturellement. Personnellement, c'est un réalisateur qui est ô combien important dans ma cinéphilie, notamment avec Doom Generation, qui a vraiment été un film marqueur au-delà de ma cinéphilie, de qui je suis en général. Et c'est un réalisateur qui se distingue par une approche stylistique tout à fait reconnaissable entre mille, pourrait-on dire, qui peut désarçonner aussi au premier abord, et qui ici revient donc avec une comédie. Une comédie, donc alors il s'était évidemment déjà frotté à ce genre plusieurs fois, on peut notamment penser au merveilleux stoner movie Smiley Face, mais ici il revient, alors ça fait quelques temps qu'il n'a pas réalisé de film, sachant qu'il était passé par des séries, notamment je cherche un terme qui est pas insultant, mais en gros, imaginez un terme très négatif, et ben voilà, c'est celui-là. 13 Reasons Why, et par la très nulle, mais moins nulle en comparaison des suites, Monster Dahmer. Dahmer, il avait réalisé l'épisode 6 ou 7, je crois, mais qui est l'épisode qui fonctionne le mieux émotionnellement, donc écoute, on gratte ce qu'on peut. Mais, Roman, toi, qu'as-tu pensé de I Want Your Sex, sachant que le film compte aussi à son casting quelques personnalités pour le moins détonnantes? On peut parler à ce niveau-là de Charlie XCX ou de Johnny Knoxville. Ça c'est toujours sympa de les voir. Charlie XCX, la chanteuse, qui a d'ailleurs sorti un album il y a une semaine, si je dis pas de bêtises. Et notamment un clip qui fait un peu polémique pour son acteur. Polémique a raison d'ailleurs. Oui. Et Johnny Knoxville, donc le fameux leader des Jackass, évidemment. Et alors pour le coup, j'ai pu voir le film en projection presse, et c'est vraiment une comédie, pour le coup, vraiment, c'est le genre qui prime, et c'est franchement assez drôle. Si vous attendez une comédie, allez-y, vous serez pas déçus. On n'est vraiment pas sur le degré d'impertinence que pouvait avoir Araki sur sa trilogie, mais en même temps, il y a 30 ans d'écart, quoi, donc ça se ressent. Mais, sincèrement, si vous voulez juste voir un film qui va parler de sexe, qui va faire de la comédie autour de ce sujet-là, et qui, mine de rien, fait quand même du pied de nez un peu à la jeunesse, notamment avec justement Charlie XCX, franchement, allez-y. Alors ça peut paraître très bête, mais est-ce qu'il Pas du pied de nez, de l'appel du pied, pardon. Justement, son approche du sexe, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été quand même, alors si on dit sexe et violence, c'est un peu facile, mais c'est quelqu'un qui a toujours eu un côté très horny dans son cinéma, et vraiment pas sexuel forcément, mais vraiment horny. Et c'est quelqu'un qui en a toujours eu une approche, je trouve,
à la fois assez romantique, et pas romantique dans le sens amoureux, vraiment dans le sens presque littéraire du terme, avec en même temps une petite touche de philosophie, et en même temps un côté quand même très cru, très frontal aussi dans ce qu'il pouvait montrer, ou en tout cas, sinon dans ce qu'il pouvait montrer, en tout cas dans comment il pouvait en parler, dans le rapport qu'il pouvait avoir à ça. On se rappellera par exemple de certaines discussions qu'il peut y avoir dans Nowhere. Est-ce qu'on retrouve ça là-dedans, ou est-ce qu'il y a quand même le poids des années qui se... Parce que on sait évidemment que sur la trilogie Teenage Apocalypse, c'était dans les années 90, le contexte était différent, etc. Et il avait 30 ans. Voilà. Mais est-ce qu'on retrouve ça, ou est-ce qu'il y a quand même... est-ce qu'il y a aussi un peu... Alors, malheureusement, et ça me briserait le cœur que ce soit ça, mais ce côté peut-être un peu vieux monsieur par instant. Vieux monsieur, on peut le retrouver dans certaines réflexions de certains personnages, notamment Olivia Wilde et son... le regard qu'elle a sur comment la jeune génération voit le sexe, avec... une réplique notamment sur les stats de jeunes qui baissent pas. C'est le coup de, je crois, 50% des personnes de 25 ans n'ont pas eu de rapport sexuel sur les 12 derniers mois. Des répliques comme ça. Mais donc on peut trouver ce côté un peu vieillissant de Araki à ce niveau-là. Ça reste aussi un mec qui va parler de sujets entourant le sexe, notamment la libido, notamment les rapports de domination, qu'ils soient internes aux relations sexuelles ou du quotidien qui se ressentent du coup dans les relations sexuelles. C'est surtout cet aspect-là justement sur lequel j'attends le film. Pour le coup, moi je n'ai pas pu le voir en projection presse malheureusement, mais c'est surtout sur cet aspect-là effectivement que j'attends le film parce que c'est ce que vend l'affiche, mais c'est aussi et surtout, je pense, l'un des angles actuellement les plus pertinents, que ce soit philosophiquement, voire même ou sociétalement, sur comment est-ce que tu peux aborder ça à travers les rapports de domination explicites ou implicites, volontaires ou pas, qui sont posés dans ces cadres-là. Et il se permet du coup d'en faire une comédie, notamment en inversant les genres habituels de ce type de relation de domination, justement, avec la femme qui est à la fois la patronne et la dominante dans les relations. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Et donc, on peut attaquer enfin le gros de notre sujet. Alors, on avait eu l'idée de faire des petits épisodes pendant l'été, on s'était demandé quel format, quel sujet on allait pouvoir traiter, et tu es arrivé avec l'idée de parler de franchise, qui plus est d'une franchise sur laquelle il y a à la fois beaucoup de choses à dire, et pas tant que ça. Parce que c'est une franchise qui est plus connue pour ce qu'elle représente que pour les films en elles-mêmes. C'est effectivement... Il n'y a pas beaucoup de franchises comme ça. On peut par exemple penser possiblement à Jeepers Creepers, sous certains aspects, même si les films se démarquent un peu plus. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Vendredi 13. Alors, Vendredi 13, évidemment, c'est une douzaine de films sur quasiment 30-35 ans. 30 ans, c'est 80 le premier et 2009 le dernier. 30 ans, parfait. C'est une trentaine de films, c'est une série qui sort bientôt, la bande-annonce sortie il y a quelques semaines maintenant, à l'heure où on enregistre, bande-annonce produite par A24, enfin, série produite par A24, parce que, écoute, pourquoi pas... Avec Linda Cardellini en Pamela Voorhees. Moi, la simple idée de Vendredi 13 produit par A24, ok. Donc c'est ça, donc c'est une douzaine de films, dont un remake, dont un crossover avec une autre icône merveilleuse qui apparaît d'ailleurs sur notre logo. Peut-être qu'on fera un épisode sur lui aussi, peut-être. Moi, mon combat pendant cette duologie d'épisodes, parce que oui, effectivement, 12 films, 6 films par épisode, vous avez bien compté, vous pouvez donc déjà anticiper quel sera l'épisode d'août, mais moi, mon combat, ça va être de me dire que n'importe quel Freddy boit le Vendredi 13 le matin à la paille, sans problème. Mais donc, toi, Roman, avant qu'on attaque vraiment le dur, Vendredi 13, qui, quand, comment, où, pourquoi ? Alors, mon rapport à Vendredi 13, il est un peu spécial, c'est-à-dire que moi, j'ai 12 ans quand je découvre la saga, à peu près. Je cherche Vendredi 13 en streaming, un peu innocent, et je tombe, sans le savoir, sur Vendredi 13 9. Alors, et c'est le premier Vendredi 13 que je vois, et je le regarde et je me dis ah bah écoute, je connais ce mec, genre le masque de hockey, c'est Vendredi 13 quoi. Et après le mec, on le voit pas beaucoup pendant le film, mais ça on reviendra dessus au mois d'août du coup quand on abordera Jason Voorhees en enfer. Mais quelques mois après, mon père revient de la Fnac et a le DVD de Vendredi 13, premier du nom. Donc celui de 1980. Exactement, de Sean Cunningham. Donc on le regarde, et après ça, je me trouve soit en achetant en ligne, soit dans des caches converteurs, des caches express, les DVD et Blu-ray, ça dépend les opus de la saga, et je me fais toute la saga quand je suis au collège, à peu près. En même temps que les Freddy, en même temps que les Halloween. Je suis dans cette espèce de boulimie à la fois d'achat, parce que j'ai l'argent des babysitting et pas de responsabilité, donc j'achète.
Et donc je me chope beaucoup d'éditions physiques de slasher de l'époque, notamment le coffret pâté de la saga Halloween qui contient les 5 premiers, qui aujourd'hui vaut très très cher, qui à l'époque j'avais dû payer genre 30€. Mais voilà, c'est cette espèce de frénésie de slasher que j'ai à cet âge-là, et je me fais toute la saga en quelques années. Et toi du coup? Bah alors moi pour le coup ça a été c'est exactement lorsque je faisais des babysitting en Allemagne à l'époque, où en fait je me prenais plein de films que je regardais pendant que j'étais chez les familles. Donc genre, j'ai commencé par Freddy, et vraiment je me bingeais des séries, je pouvais quasiment tout faire en une nuit, quoi. Enfin peut-être, j'exagère, mais je pouvais faire facilement des 4-5 films, oui, d'affilée. Et j'avais commencé par les Freddy, que j'avais adoré, et je m'étais dit, mais tous les slashers sont comme ça, c'est trop bien. Et pas tant. Parce que juste après Freddy, j'ai vu Hellraiser. Autant dire que la chute a été rude. Hellraiser la saga, pas le film. Hellraiser la saga, ouais. La chute, parce qu'en plus, alors vous l'aurez compris avec les épisodes, mais j'ai un vrai syndrome du complétionnisme. Donc je dois voir tous les films d'une franchise. À l'époque, il y avait 8 ou 9 Hellraiser du coup. À l'époque, il y en avait 9. Ok. À l'époque, il y en avait 9. Parce que Judgment, c'est 2018. Ouais, alors, du coup, Judgment 2018, donc ouais. Il était déjà sorti, mais je l'ai rattrapé après. Parce que le 9 et 10, je les ai rattrapés après, parce que j'étais en mode, non, c'est trop dur. je m'étais arrêté à Hellworld. Qui est une catastrophe aussi. Enfin, Hellraiser, généralement, passé... le 2, ça chute, passer le 3, c'est compliqué, et passer le 4, c'est regardable. Heureusement que Bruckner est arrivé. Heureusement que Bruckner est arrivé. Et bref, donc je vois les Hellraiser, et je me dis, un peu dur. Et en fait, je m'étais fait toute une liste de franchises où je voulais tout voir. Alors évidemment, c'était donc tous les classiques, donc il y avait, je voulais voir tous les Chucky, tous les Massacres à la tronçonneuse, tous les Leprechauns, tous les Critters, tous les Ghoulies, je voulais vraiment tout faire. Et tous les Vendredi 13. Et en fait, Vendredi 13, ça avait jamais été le haut de ma liste. Parce que, il y avait un peu ce côté, il y a beaucoup de films. Et surtout, il y avait un peu ce côté... je m'en fous, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait dans Freddy, c'était le côté vraiment goofy autour de Freddy. C'est pour ça que même Freddy 6, qui pourtant... Faut en parler de Freddy 6, mais qui est compliqué, mais moi, il me fait vraiment beaucoup rire, parce qu'il y a plein de trucs hyper cons. Genre, on en avait parlé l'autre jour, mais Freddy qui pousse un boulet et qui... s'essuie le front, moi, ça me fait beaucoup rire. Le Freddy Sisyphe. Ouais, c'est ça, le Sisyphus. Le Johnny Depp au sommet de son addiction à la drogue, qui te fait un spot anti-drogue avec un œuf, ça me fait beaucoup rire aussi. C'est ça, ce qui m'intéressait dans Hellraiser, c'était évidemment l'univers autour. Il y avait toujours l'élément à côté, et Vendredi 13, il y avait toujours cette image un peu de... C'est le slasher de base. Image qui pourra se révéler vraie ou pas en fonction, on va voir. Mais il y avait ça. Et donc en fait, un jour, je vais découvrir le 1, et je me dis que c'est... nul, je trouve ça nul. Et j'ai vu les suites quand même. Et en fait, alors je les ai pas bingés, parce que, soyons honnêtes aussi, pour préparer l'épisode, on a bingé les 4 premiers. Et moi j'ai bingé les 5 et 6 dans la soirée. Moi j'ai attendu le lendemain matin, et on a peut-être perdu quelques points de vie. Ouais. Parce que c'est un peu dur. C'est pas une série qu'il faut binger. Faut les faire un par jour, c'est bien. Mais bref... Nul, cessons de divulguer outre mesure ce que nous pensons des films, et attaquons directement dans le vif du sujet avec, en 1980, cet enfant illégitime peut-être, de Halloween réalisé par ce merveilleux bonhomme qui est Sean S. Cunningham. C'est ça, alors j'ai préparé un petit texte sur la pré-prod un peu, de comment ça se passe. Donc à l'origine, évidemment, comme tu le dis, en 78 sort Halloween de Carpenter, $350 000 de budget, 70 millions au box-office, on est sur un x200, c'est colossal. Et donc, un certain Sean Cunningham voit ça et se dit, tiens, si je le faisais. Alors, il s'inspire pas que de ça, il s'inspire aussi, selon ses dires, des films de Mario Bava, notamment La Bête Sanglante, ce qui peut donner le côté lacustre de Vendredi 13, justement. Mm-hmm. Et il admet avoir voulu faire ce film pour faire sursauter les spectateurs. Bon. Est-ce que c'est réussi ? Alors, le CV de Cunningham, il est pas très impressionnant pour la réal, c'est-à-dire qu'on lui doit notamment... Il a fait un film avec l'un des plus beaux titres français de tous les temps, à savoir Mal, mutant aquatique en liberté. Ouais. Le film que j'aime beaucoup, mais parce que peut-être que je suis un peu un bandeur de monstres marins. Mais c'est surtout en tant que producteur qu'on le connaît, c'est-à-dire que il a notamment produit le premier film d'un des plus grands réals, et à qui on a dédié un épisode d'ailleurs, La Dernière Maison sur la Gauche de Wes Craven. Et puis là je vois, il a aussi produit la saga des House, qui est une saga que j'aime énormément. C'est quelqu'un qui a, dont le nom, à travers Vendredi 13, mais pas que, a compté dans le cinéma, dans un certain cinéma d'horreur des années 80, voire 70, hein, si on compte La Dernière Maison sur la Gauche. Alors, il produit aussi le porno incestueux de Craven, à savoir Firework Woman. Yay. Mais donc, comme tu l'as dit, la quadrilogie House, dont le 1 est réalisé par Steve Miner, on y reviendra.
donc qui fera Vendredi 13 2 et 3. Le 3 est réalisé par James Isaac, qui fera plus tard Jason X. Voilà. Et ça va être, si vous aimez les années 80, ça va être... cet épisode va aussi être l'occasion de parler un peu de trucs cool des années 80 à côté des films. C'est ça. Et le 4 est réalisé par Lewis Abernathy, donc c'est sa seule réal, mais il est co-scénariste sur Mutants Aquatiques en Liberté, et il a aussi joué dans Titanic. Bon voilà. Bah, pourquoi pas. Donc Cunningham produit le film aux côtés de Steve Miner, on y revient, donc futur des réalisateurs des deux premiers films, enfin des deux suites, pardon. Steve Miner, on fait la blague tout de suite, mais qui n'a pas fait Meurtre à la Saint-Valentin, et c'est un problème. Et c'est un problème. Donc c'est un collaborateur de longue date de Cunningham, puisqu'il était déjà acteur dans La Dernière Maison sur la gauche, il jouait un flic. Et c'est pour ça qu'après il travaille sur le reste de la saga. Et donc on a Victor Miller au scénario, alors qui a travaillé que sur les réalisations de Cunningham, à deux exceptions près, Black Pearl de Soul Swimmer, tout le monde s'en fout, et Rock Paper Scissors, un film d'horreur réalisé par Tom Holland en 2017. Oui, Tom Holland, le mec de Chucky. Le Tom Holland de Chucky. Fright Night. Et de Fright Night, ouais. Surtout de Fright Night. Vampire, vous avez dit Vampire. Ça aussi, c'est un titre qui claque quand même. C'est ça. Et à son scénar, on peut noter la particularité du twist de fin, justement, d'avoir... Bon, spoiler, c'est Vendredi 13, après vous l'avez tous vu. Et voilà. Si vous l'avez pas vu, vous avez vu Scream. Donc, C'est ça, d'avoir une femme d'un certain âge, à savoir Pamela Voorhees, en guise antagoniste. Miller a d'ailleurs déclaré que Pamela Voorhees était la mère qu'il rêverait d'avoir, à savoir une mère prête à tuer pour ses enfants. oui, Quelques mommy issues pas réglés. Peut-être quelques problèmes à traiter. C'est ça, bro, do you know better help. Et d'ailleurs, une des grosses trouvailles aussi du film, c'est sa fin qui est vraiment le tremplin pour les suites, et fin qui n'est pas du fait de Victor Miller, mais du fait de Tom Savini, à savoir Jason qui sort de l'eau pour attraper la Final Girl. Et c'est donc... Alors là, Tom Savini, là il y a du CV à dérouler. Là. C'est ça, donc transition toute trouvée pour parler des effets spéciaux du film qui sont sa plus grande qualité. Tom Savini qui est peut-être un des acteurs de l'ombre, mais dont on connaît le plus le visage. Parce qu'il a beaucoup tourné, notamment avec Tarantino ou avec Rodriguez, parce qu'il est vraiment dans cette clique de potes. Alors même si j'ose espérer qu'il est moins con que les deux quand même, et vous voyez forcément qui c'est, parce que typiquement dans Une nuit en enfer, il a toujours des noms débiles. Sex Machine. Sex Machine, voilà. C'est lui, vous voyez forcément sa tête, et c'est quelqu'un qui a fait quelques petits effets spéciaux cool, notamment... Notamment du coup dans les 70s, Martin et Zombie, donc les deux films de Romero, et dans les années 80, Vendredi 13 1 et 4, Creepshow 1 et 2, Carnage, Massacre à la tronçonneuse 2, Carnage, tout est dit. Hein. Maniac, Le Jour des Morts Vivants, et qui a réalisé... Alors, on va pas faire l'histoire complète, mais en gros, Romero n'a jamais touché de droit pour La Nuit des Morts Vivants, l'original. Problème de signature. Tom Savini devait être dans le film ou faire les effets spéciaux de l'original. N'a pas pu parce qu'il était au Vietnam. En tant que photographe de guerre, pas en tant que soldat. Pour les raisons que nous connaissons. Et quand il est revenu, pour quand même que Romero puisse toucher sa SACEM quelque part, il lui a proposé de réaliser un remake de La Nuit des Morts Vivants, remake qu'il a réalisé dans les années 90 et qui est vachement bien, que je vous invite vraiment à voir, qui n'a pas tous les effets gore qu'il aurait dû avoir parce qu'il s'est fait taillader par la censure, ça va aussi être un sujet phare de cet épisode-là. Ouais. Mais les effets gore sont trouvables dans le making-of et sont hyper impressionnants. Et le film est vraiment cool, et donc tout ça pour dire que Tom Savini, c'est quelqu'un qui est hyper important dans les effets spéciaux, dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma gore, et qui surtout a une patte esthétique et artisanale sur ses effets gore qui est tout à fait remarquable. Enfin, c'est quelque chose... C'est toujours compliqué à décrire ce que c'est qu'une patte d'effets spéciaux, mais quand vous... À force de voir ce film, vous pouvez reconnaître, il a une espèce de couleur de sang, de couleur de chair qui est assez remarquable. Et il bosse aussi avec Joseph Zito, entre autres, donc le réal de Vendredi 13 4, on y reviendra, mais notamment sur Invasion USA avec Chuck Norris. Le film où Chuck Norris balance des sapins sur des communistes. Et... Sapins de Noël, hein, je précise. Et alors il va bosser sur Deux yeux maléfiques de George Romero et Dario Argento. Très bon film. Et... peut-être un de ses plus beaux effets spéciaux d'ailleurs. Et c'est sur ce film-là qu'il va rencontrer Dario Argento, et avec qui il travaillera 2 fois du coup. Une fois sur Trauma. Et on le retrouve aussi notamment sur Necronomicon, donc réalisé par nul autre que Shusuke Kaneko, donc Godzilla, Mothra, King Ghidorah, la trilogie Gamera, et par Brian Yuzna et Christophe Gans. Et sur Trauma, dont on avait parlé, oui, il me semble, dans un épisode Argento, il y a de cela au moins 1 an ou 2. Et Trauma qui est l'un des films où il filme encore une fois sa fille à moitié nue, à l'aide. Et donc pour les effets spéciaux, il y a vraiment 3 scènes qui ressortent, je sais pas pour toi, mais pour moi il y a la mort de Pamela Voorhees, il y a la mort de Marcy, donc la hache, et la mort de Kevin Bacon. Bah pour le coup, moi c'est vraiment celle de Kevin Bacon que je retiens, parce qu'en plus d'être tout à fait réussi en termes de pur artisanat, elle a ce côté un peu
fait main, où on peut deviner que c'est mal fait, mais ça donne un charme qui est tout à fait réussi. Mais bref, attaquons peut-être tout de suite avec le film, avec Vendredi 13, premier du nom, ce qu'on en pense. C'est nul. Non, ça a son charme de l'époque, mais soyons honnêtes, c'est quand même pas hyper intéressant. C'est pas hyper intéressant, c'est vraiment mou aussi. Il y a vraiment... Ça met la moitié du film avant de se lancer, quoi. C'est ça met vraiment 40 minutes avant qu'on se dise « Hey, il y a un truc !» Bah en fait, c'est vraiment... Là, pour le coup, dans le terme le plus pur, un film d'exploitation. C'est-à-dire que le but, c'est de surfer sur quelque chose qui a marché, ça prend sa planche et ça y va à fond, et bah, c'est ce dont on parlait, et je sais que tu as les chiffres du box-office, je le sais, mais c'est quand même une saga qui existe pour une raison qui m'échappe, autre que juste il y a de l'argent à se faire, parce que 12 films, et là, là-dessus, c'est quelque chose que je peux spoiler, mais jusqu'au 5e film, on ne va pas bouger niveau standard technique. C'est-à-dire que là, pendant 5 films, on a des faux raccords, ça joue mal, c'est pas bien monté, c'est pas spécialement bien réalisé, c'est pas très beau, on a même des caméras sales qui traînent par-ci par-là, et sur ce premier film, moi, ce qui m'a sauté aux yeux en le revoyant, c'est qu'effectivement, il y a des kills sympas, et c'est vraiment ce pattern de slasher pur et dur. Mais à quel prix ? C'est-à-dire que, sorti des kills, ce n'est jamais intéressant. Et moi, quelque chose qui m'est apparu aussi, c'est... On a souvent ce gag un peu facile de... ah là là, les slashers, c'est des jeunes débiles qui veulent s'envoyer en l'air et qui se font tuer par quelqu'un. Bah, en fait, c'est un peu comme quand on se moque de clips de rap ou de clips de métal, genre, ah là là, c'est juste des mecs qui gueulent avec des guitares, ou ah là là, les filles à poil avec voiture et piscine et tout ça. Et en fait, on sait très bien que ces modèles de clips ou autres n'existent pas, ou alors c'est vraiment genre très synthétique et du coup complètement vidé de toute substance. C'est-à-dire que pour le métal, je vais pas m'exprimer, mais pour la critique qui est faite de les clips de rap, c'est 50 Cent, c'est Booba, voilà, c'est certains noms spécifiques. Mais dans le cas du slasher, bah le film en question où t'as des ados qui veulent s'envoyer en l'air, où c'est pas hyper intéressant, il y a des meurtres et ils sont poursuivis, il existe et c'est Vendredi 13 en fait. Et c'est... Il y a quelques éléments amusants, voilà, je garde Kevin Bacon, moi, je suis content de le voir parce que j'aime beaucoup Kevin Bacon. Il y a quelques meurtres sympas à droite à gauche, et ce statut culte qui est lié à sa fin, au fait qu'il a lancé la franchise, etc. Mais le fait que ce film-là ait lancé un tel phénomène culturel, parce que... Enfin, Jason, on parle peut-être des 3 icônes de slasher les plus populaires de tous les temps, avec Michael Myers et Freddy, quoi. Et peut-être même la plus reconnaissable, parce que peut-être la plus facilement reproductible. Ouais, avec le masque. Ça, c'est le fait que ce film-là ait lancé ça, enfin, il lancé en tout cas cette vague de films, je ne me l'explique pas. Des clones de Vendredi 13, il y en a eu beaucoup plus que des clones d'Halloween ou des clones de Freddy. Et surtout, preuve en est, le clone le plus évident, c'est Carnage, qui souffre un peu du même défaut, à savoir qu'il met un petit peu de temps à se lancer, mais Carnage explose Vendredi 13 sur tous les aspects sans aucun problème. On en a parlé dans notre tout premier épisode. Oui, effectivement, avec une super musique de Rick Wakeman. Mais, et même un film vraiment moins bien que Carnage, comme Massacre au camp d'été, je suis désolé, mais je le trouve plus fun que Vendredi 13. Il est plus fun. Vendredi 13, premier du nom, je trouve ça, sincèrement... un peu catastrophique, quoi. Le seul truc que je garde vraiment avec beaucoup de sympathie, c'est ce petit vieux qui fait vous allez tous mourir, et qui ensuite se barre sur son vélo. Ça, c'est un personnage, je m'identifie beaucoup à lui. Il continue sa marche débonnaire. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que globalement, le film est mou. Mais ce qu'on peut reconnaître à Cunningham, qui est avant tout un producteur, avant d'être un réalisateur, c'est qu'il a capté qui était l'audience. C'est-à-dire qu'il a capté que ce genre de film, ça attirait les jeunes des années 70-80 qui veulent baiser, qui veulent... Aujourd'hui, on parle de second screen movie pour les films Netflix, par exemple. Mais les Vendredi 13, c'était des second activity movies. C'est-à-dire que c'est le film que tu mets en fond quand tu veux galoche au cinéma, que tu mets en soirée quand tu veux juste faire une présence sur la télé à côté, quoi. Mais c'est ça, parce que tu peux avoir certains spectateurs qui peuvent se reconnaître dans ces ados, jeunes adultes lubriques qui veulent à tout prix baiser. Vraiment, les allusions au tropage de biscuits là-dedans, c'est beaucoup plus que dans Halloween à ce niveau-là. Il a sa patte d'auteur. Ah ouais, non, mais là pour le coup, c'est quelque chose qui est quand même super gênant. C'est que pendant au moins les 4 premiers films, je sais pas ce qu'ont ces jeunes. Alors peut-être que c'est moi qui suis trop pudique, hein, je veux bien, mais ils sont quand même très décomplexés sur le fait d'assumer, de dire non mais on monte à l'étage. Tu fais mais
mais pas devant tout le monde, hein, mais un peu les formes. Kumbaya My World. Non mais c'est ça. Oui, alors on va pas aller sur le, on va pas aller sur sur tous les éléments autour du casting parce que là il y aurait à dire, mais non mais c'est vraiment waouh. Et puis moi il y a quelque chose qui me fait sourire, c'est que c'est censé être dans un camp de vacances. Les premiers enfants que je vois, c'est dans le 6e film. Pendant 5 films, oui. Le camp de vacances en question, il est pas rentable. Il est vraiment pas rentable. Alors, c'est les préparatifs du camp, d'accord. Ouais, mais sachant que si le premier c'est un vendredi 13. Je crois qu'il y a pas de question de camp dans les 3, 4, 5. Effectivement. Mais pour le coup, je disais, si le premier c'est un vendredi 13, du coup ça veut dire que le 3e, on est techniquement lundi 16 ou enfin. Ouais. La vanne a déjà été faite. Dimanche 14 peut-être. Ouais, la vanne a déjà été faite, mais il y a un moment on se débrouille comme on peut. Hein, d'ailleurs, il y a une parodie de vendredi 13 qui s'appelle Samedi 14, qui est littéralement sortie l'année d'après vendredi 13. Même il y a Camp Blood, je crois, ça s'appelle, avec un Jason ultra cheap, qui est encore plus cheap que dans le 5. Mais même des trucs genre Bloody Murders. Ça c'est dur, ça c'est vraiment dur. Ouais. Mais bref, vendredi 13-1, est-ce que tu as quelque chose qu'à rajouter peut-être encore ? Bah, on peut parler d'autres qualités du film. Pour moi, la musique de Harry Manfredini en fait partie, c'est-à-dire que alors, malheureusement, le thème est un peu répété ad nauseam. Un peu ? Un peu beaucoup. Il avait un thème, il a tout mis. Mais donc, Harry Manfredini, déjà collaborateur de Cunningham sur ses présentes réalisations et qui sera aussi sur Mal. Et sur la saga House aussi, d'ailleurs. Il est sur les 4 House. Et d'ailleurs, il y a fort à parier que ce soit Cunningham qui ait mis Manfredini et Craven en connexion, parce que du coup Manfredini a composé la musique de La Colline des Yeux 2, Swamp Thing et Wishmaster, pas réalisé mais produit par Craven. Wishmaster qui pour le coup est assez chouette. Enfin, les 2 premiers sont vraiment chouettes. Ouais, les 3 et 4 faut se tanker quoi. Ah, les 3 et 4 c'est vrai, quand ça devient des anges et tout, là c'est vraiment dur. Et donc Manfredini il est sur les 10 premiers vendredis 13, sauf le 8 où c'est Fred Molin ou Moline, mais qui était déjà co-compositeur sur le set avec Manfredini, donc en soi ça va. Mais ouais, comme dit plus tôt, il n'y a pas vraiment grand chose. Bah en fait, c'est un film qui a vraiment un symptôme un produit de son époque, et j'insiste sur le terme produit, c'est-à-dire que il y avait ce besoin de slasher qui avait été lancé par Halloween, et je veux dire, des slashers des années 80, on peut en citer à l'appel, et à l'appel des meilleurs, parce que typiquement, genre Mortel Saint-Valentin, même Week-end de Terreur, qui est une espèce de proto-scream, qui est vraiment cool, Funhouse Massacre, que moi j'aime vraiment beaucoup, de Toby Hooper, même Massacre à la tronçonneuse 2, tous les Freddy, enfin, des slashers des années 80, mieux, il y en a plein, mais des nuls, il y en a plein aussi, et je suis persuadé que Vendredi 13, 1, 2 et 3 minimum, s'il n'y avait pas eu cette franchise aussi longue, aussi populaire et aussi reconnaissable, il serait tombé dans l'oubli. En fait, Vendredi 13, 1, je le vois très littéralement comme je vois Fast and Furious. C'est que je suis persuadé que Fast and Furious, si ça s'était arrêté au 4, s'il n'y avait pas eu, alors j'allais dire le sauvetage du 5, mais à nouveau, faut pas non plus partir trop loin sur le 5, mais si cette franchise n'avait pas été aussi longue et aussi populaire, aussi longue en premier lieu, elle n'aurait pas été aussi populaire. Et c'est ça qui m'amène à penser que Vendredi 13, sans ses suites, c'est finalement un slasher parmi tant d'autres, oublié et probablement à raison. C'est ça. Et alors, pour le coup, perso, je lui trouve quand même un charme, c'est-à-dire vraiment le charme des slashers de l'époque, moi j'y suis assez sensible, mais c'est une question de sensibilité, et malheureusement, si on n'est pas sensible à ça et qu'on veut se raccrocher au reste, le reste il est assez maigre. C'est pas tant ne pas être sensible pour un film avec Bacon, être maigre, c'est quand même marrant. C'est quand même marrant. Et moi je peux pas m'empêcher de me dire que si je veux ce type de film, j'ai pareil en mieux, et je vais tellement voir Carnage quoi. C'est ça. Et alors pour parler des critiques un peu de l'époque, Variety a qualifié le film de film à petit budget dans le pire sens du terme. Ouais, logique. Ouais, et encore une fois, des Vendredi 13 ont mieux sorti après, encore une fois, Carnage, Massacre au camp d'été, certaines suites de Vendredi 13 aussi. Et alors pour le coup, malgré tous ses défauts, le film il devient classique. Même un truc qui s'appelait Madman, qui est basé sur la même légende que Carnage, et qui est vachement bien aussi. Mais qui n'était pas plus comique, Madman ? Il y a des aspects plus comiques, mais je trouve qu'en général le film se tient mieux. Et alors, si on veut parler chiffres, donc le film il a un budget estimé entre 550 et 650 000 $. On va arrondir à 600. Et il amassera donc 60 millions dans le monde. C'est un x100. Il amassera 40 millions rien que sur le sol domestique, donc États-Unis, Canada. Ce qui fait quand même un x66, ne serait-ce que pour le territoire nord-américain. C'est colossal. Et il fait ça en compétition avec d'autres films qui sortent en même temps, comme au méga hasard Shining, les Blues Brothers, Il y a un pilote dans l'avion et Star Wars 5. Voilà.
Alors pour la distrib d'ailleurs, il y a eu une petite guerre des enchères entre Paramount, Warner et United Artists. Alors c'est Paramount qui la remporte pour l'Amérique du Nord, et c'est Warner qui l'a pour le reste du monde. Et donc Paramount a eu les droits états-uniens après avoir mis 1,5 million sur la table. Ah, ça va, ils sont rentables. Bah après avoir mis 3 fois le budget du film sur la table. Oui. Frank Mancuso, qui deviendra le producteur du coup de la saga, a dit « À la minute où on l'a vu, on savait qu'on avait un succès. » Ah bah... Et il a eu le nez creux. Il a vraiment eu le nez creux. Donc c'est 20 millions en dehors des USA, c'est 600 000 entrées en France. C'est monstrueux pour un film d'horreur. Et alors malheureusement les critiques d'époque, bah, comme j'ai dit, film à petit budget dans le pire sens du terme, juste un banal clone de Halloween sans ambition artistique. Non, je les comprends. Voilà. je les rejoins. Sauf que qu'est-ce qui prime pour un studio? Est-ce que c'est les mauvaises critiques ou est-ce que c'est les bons chiffres? Les gros chiffres. Et bah c'est les gros chiffres. Donc une suite. Donc une suite, alors Vendredi 13-2, dès l'année suivante, 1981, bim. C'est ça. Donc Steve Miner, donc, qui était producteur du film, qui passe à la réal. Donc on vous en avait déjà parlé de Steve Miner dans notre deuxième épisode, donc sur les films de Halloween, vu qu'il a réalisé Halloween 20 ans après, mais qu'il a aussi réalisé Lake Placid, le premier Warlock, le premier House. Donc bref, c'est un mec avec un gros CV. En tout cas, c'est quelqu'un dont le nom compte pour cette cinématographie-là. Et alors malheureusement, dans les noms qui ne restent pas, il y a Tom Savini, qui s'en va, qui reviendra un peu plus tard, mais qui s'en va, qui part à la chasse faire sa place. Il laisse David Smith au maquillage, qui a rien fait d'autre de sa carrière, Cecilia Verardi, qui était déjà sur le 1, mais qui a aussi bossé sur Die Hard 3, Les Muppets dans l'espace, Terrifier 3, Basket Case, Le Blob, R.I.P. Chuck Russell, hein. Carl Fullerton, donc Warlock, Wolfen, The Wiz, Altered State, bref, pas mal de trucs. Silence des agneaux. Bon CV. Et pour le coup, les meurtres sont très cool. Ça, on peut pas l'enlever à Vendredi 13-2. Il y a des meilleurs meurtres que le 1. Je pense notamment au mec en chaise roulante, avec la machette dans la tête et les escaliers. Oui. Mais dommage que le film ne soit pas une compilation de meurtres de 5 minutes sur YouTube. C'est vrai. Et dommage qu'il dure 1h30. Alors, je peux le donner à la saga, très peu de films dépassent l'heure 30. Mais il faut quand même se la fader, hein. Bah, je pense qu'on l'a vraiment pas vu dans les meilleurs auspices, c'est-à-dire que s'enchaîner tous les films où le précédent, enfin où le suivant est une ressuscité du précédent, c'est pas l'idéal. D'ailleurs, c'est ce que les critiques états-uniennes de l'époque reprochent au film. C'est globalement c'est la même formule que le 1. Et bah, est-ce qu'on peut leur donner tort? Non. Bah pour le coup, en fait, moi, mon problème avec le 2, alors déjà, il faut le dire, Jason n'a aucun flow. Alors, c'est le début de Jason, qui a son fameux sac en jute sur la tête, qui n'a vraiment aucun style. Et le style d'un tueur, on rigole, mais c'est important, hein. C'est grâce à son style que Scream a eu des suites. Enfin bref, je caricature à peine. Mais mon problème avec le 2, c'est que sorti des meurtres, effectivement, il y a quelques meurtres rigolos, la chaise roulante, ou la lance à travers le lit, là, paf, ouais. C'est pourquoi pas. Je trouve le film jamais intéressant parce que c'est exactement comme le 1 en un peu mieux. Et encore, c'est un peu mieux sur le plan des meurtres, sur le reste, vraiment pas. Et du coup, ça donne un film qui est toujours très long quand même pour se mettre en place, qui a ces dispositifs de meurtre qui peuvent attirer le regard, mais qui, je trouve, ne sort jamais de son côté prototype de slasher, qui ne dépasse jamais ce qu'on pourrait attendre de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort qui est fait sur la photo, il n'y a aucun effort qui est fait sur l'ambiance, il n'y a aucun effort qui est fait sur rien, et... je dis ça sans mépris pour quoi que ce soit, hein, parce qu'à nouveau, il y a plein de cinémas de ce type-là qu'on peut apprécier, mais c'est vraiment du cinéma amateur, c'est vraiment du pur cinéma amateur, et pourquoi pas, mais si jamais tu me fais ça, amène une patte, amène quelque chose, amène un regard, fais comme le 4, où au moins tu filmes des trucs bêtes, mais au moins filme-le vraiment à fond. Et Crispin Glover dans le 4, on va en reparler. Mais là, dans le 2, je suis encore à l'étape de... ça va encore être filmer une forêt sans intérêt, il y a quelques meurtres sympas, mais en fait, je prendrais plus de plaisir en voyant le kill count ou le résumé des kills que en voyant le film en lui-même. Et c'est pas aidé à nouveau, encore une fois, par le look du tueur. Il a l'air tellement bête. Ouais, malheureusement, oui, déjà, le look de Jason est calamiteux au possible. Heureusement qu'ils ont vite changé après, parce que... ce que je peux reconnaître, du coup, par rapport au 1, c'est que je le trouve légèrement mieux rythmé, notamment en scindant le groupe en deux, c'est-à-dire que il y a le groupe des moniteurs qui se séparent, une première vague de kills, l'autre groupe revient, une deuxième vague de kills.
C'est une meilleure idée en termes de scénario, après... Après, bon, le scénario, enfin, le prétexte. C'est ça, le prétexte. Et en parlant de prétexte, parlons de nudité. Oh mon dieu, je te laisse embrayer sur ça. C'est ça. Alors, le film a la décence de ne pas filmer Martha Cobert, 16 ans au moment du tournage. Voilà. Plus dénudée qu'en maillot de bain, et encore, c'est déjà très cringe pour la scène où elle est censée avoir un rapport sexuel. C'est ça, c'est le rapport de Vendredi 13 au sexe. C'est quand même hyper particulier. Ouais, au moins ils ont... certains comme le 4 ont réussi à ironiser là-dessus, notamment avec une réplique sur laquelle on reviendra pour le 4. Mais putain, ouais, c'est vrai qu'à part ça, et même pour le reste du casting, alors j'ai parlé de Martha Cobert du coup, mais on retrouve Adrienne King, donc la final girl du premier film, qui reprend son rôle d'Alice, mais qui juste pour mourir dans la scène d'intro. Chose qui sera reprise dans le film suivant d'ailleurs. Et surtout, ça commence à spotter ce qui est l'un des immenses problèmes de la saga, c'est que quand on prend Halloween, quand on prend les sagas de slasher et ce qui les identifie, ce qui en fait des sagas reconnaissables, iconiques, sorties de la qualité intrinsèque qu'on peut donner au premier film à chaque fois, parce que oui, on sait que Massacre à la tronçonneuse est un chef-d'œuvre, que Scream est un chef-d'œuvre, pas de souci. C'est généralement la qualité de l'antagoniste et du protagoniste qu'on va mettre face à lui, en tout cas de ce qui va représenter le protagoniste. Typiquement, quand on prend... alors, j'allais dire Massacre à la tronçonneuse, mais mauvais exemple, parce que les suites, on les connaît. Mais par exemple, quand on prend Hellraiser, qu'est-ce qui a permis que Hellraiser ait autant de suites malgré la chute de qualité qui se voyait de film en film jusqu'à la sinistre trilogie de Rick Botta, c'est le look de Pinhead, c'est juste le personnage de Pinhead en lui-même qui portait cette pauvre saga sur ses frêles épaules de Cénobite. Et tu parles d'antagoniste, mais protagoniste existe aussi, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se rappelle autant des Evil Dead de Rémi ou de la quadrilogie Alien? Non mais c'est exactement ce sur quoi j'allais venir, c'est que donc c'est un antagoniste qui est reconnaissable et identifiable, tant par ce qu'il est que par son look, mais également quelqu'un que tu mets face à lui. Par exemple, on peut penser évidemment à Sidney Prescott de Scream, on peut penser à Laurie Strode de Halloween, pas de soucis, et le protagoniste n'a pas besoin d'être là tout le temps. On se rappelle de Nancy dans Freddy, alors qu'elle n'est pas dans tous les films, du tout. Mais il y a besoin au moins d'avoir une force d'opposition. Elle est dans les meilleurs. Voilà. Et manque de bol pour Jason, mais alors déjà, on peut l'admettre que la franchise ne tourne que autour de lui. C'est-à-dire que le seul élément qui drive cette franchise, c'est Jason. C'est le seul élément qui la drive, c'est le seul élément commun qu'il y a à tous ces films. Et en fait, désolé de le dire comme ça, mais Vendredi 13 est plus proche de Hellraiser que de Freddy. Typiquement. Ouais. Et donc Jason est le seul élément qui drive cette franchise. Problème numéro 1. Problème numéro 2, la seule force d'opposition qu'il a eue. Donc il y a vaguement cette Final Girl du premier film. La deuxième force d'opposition qu'il va avoir... Alors, il va en avoir deux autres, une et demie plutôt. Ça va être Tommy, qui va apparaître dans le 4ème. Et qui sera jusqu'au 6. Et paye ta force d'opposition, quoi. Parce mine de rien, la dernière force d'opposition qu'il a eue, c'est Freddy Krueger. Alors oui, mais alors ça c'est un cas à part, parce que le ennemi, elle arrive dans le 7. Mais en fait, ça fait que... J'ai l'impression que la franchise n'assume pas... Enfin, en tout cas, a dû attendre le 6 pour assumer le fait de se dire, ok... On n'est que drivé par notre tueur, alors que même Halloween, on avait conscience dès le 4ème. Parce que Halloween, il y a eu le premier, bon, chef-d'œuvre, on connaît, on n'a pas besoin d'en reparler. Le 2, qui est la suite directe, c'est un cas à part, parce qu'il y avait ce truc de, on continue l'histoire, on la termine. Le 3, qui est une tentative, ça foire pas de notre avis, mais en tout cas, commercialement, ça rate. Et du coup, dès le 4ème, le retour de Michael Myers jusqu'au nom, c'est en mode, il est là, c'est bon, il est là, et ils se sont dit, ok, c'est lui qui plaît, c'est lui qu'on met, let's go, on y va. Freddy, ça a toujours été lui, mais Freddy, il a pour lui d'avoir son univers, son onirisme, il a autre chose. Jason, il a quand même... Il a littéralement son royaume, il a son... c'est ça. Il a son monde, quoi. Jason, il a dû attendre le 6ème film pour ça, et même après le 6ème film, ils ont encore tenté de mettre d'autres choses, d'autres éléments, d'autres trucs, alors que, quelque part, ils ont à la fois la formule la plus simple et la plus compliquée, c'est-à-dire que tu dois juste m'aligner des kills, mais tu dois juste m'aligner des kills. Et du coup, ça fait que, vas-y, fais quelque chose qui ne soit pas un court-métrage, mais en même temps, rends-le-moi suffisamment intéressant pour que j'ai quand même envie de le voir, quoi. Et là, pour moi, vraiment, Vendredi 13, 2 et 3, c'est vraiment le trou avant le deuxième trou, parce qu'il y en a un deuxième qui est compliqué quand même. Ouais. Mais c'est vraiment le trou symptomatique du... On ne sait pas ce qui attire notre audience, on sait que le type de film attire l'audience, on sait qu'ils ont envie de voir un slasher, mais on sait pas ce qui les attire, et c'est super dur à suivre, je trouve, en dehors de ces séquences de meurtre, parce que ce n'est
jamais intéressant. Et jamais. C'est-à-dire, t'as même pas une séquence de danse un peu marrante, t'as même pas une petite musique un peu marrante, parce que surtout, c'est des films qui sont, faut le dire aussi, je parlais de cinéma amateur, mais qui sont super cheap, quoi. C'est vraiment, c'est pauvre. Et on les a vus en VF, on a bien fait, parce que les VF jouent mieux. Et au moins les VF, tu peux avoir quelques répliques un peu marrantes. Et t'as quelques comédiens et comédiennes, notamment, je crois que c'est sur le 3 que t'as Maïk Dara, donc qui est entre autres la VF de Whoopi Goldberg, qui est aussi une des hyènes du Roi Lion, qui est la VF de Monica dans Friends, si j'ai pas de bêtises aussi, enfin une des VF de Courtney Cox en tout cas. Et bref, une doubleuse formidable. Sur le 6, on en reviendra en temps et lieu, mais Dominique Collignon-Morin. Mais ouais, ouais, malheureusement, là du coup, pour finir vite sur le casting, mais du coup, Adrienne King, elle est là, elle s'en va. Du coup, c'est Amy Steele qui prend la place, donc c'est l'héroïne de Weekend de Terreur, dont tu parlais plus tôt. Ouais, donc le proto-scream que je vous recommande, qui est vraiment un super film. Et ouais, mais à part ça, on s'en fout. Enfin, même l'acteur qui joue Jason, qui est pas bon, quoi. Qui est pas bon, qui a même pas de carrure. Enfin, c'est-à-dire qu'il faudra quand même attendre vendredi 13/7 pour avoir un Jason qui a de la carrure. Peut-être un peu le 6. Bah, même le 6, je trouve, il a pas de look. Hein. Parce que, et surtout, même Steve Miner, ça a jamais été un génie de la mise en scène, mais je suis désolé, Lake Placid et House, ça se tient quand même un peu plus. Là, c'est vraiment, on va filmer des trucs. Et on peut me dire, ouais, ça fait un film. Non. Et alors, je sais que je peux avoir l'air hyper sévère, et je le suis probablement, mais je comprends totalement qu'on puisse avoir une vraie affection pour ces films-là, parce qu'ils ont ce côté hyper doudou, réconfortant. Effectivement, il y a des meurtres rigolos, il y a ce côté très facile. Je laisse cette affection pour le coup. Mais perso, je suis désolé, mais alors au-delà du fait qu'on se les ait bingés, c'est la pire façon de le faire, j'ai vraiment un problème avec cette franchise de... Qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, je demande juste un tout petit truc en plus. Un tout petit. Genre, Freddy, à nouveau. Freddy 6, quoi. Freddy 6, c'est pas incroyable, mais Freddy 6, au moins, t'as des scènes dont je me rappelle, il y a des trucs où tu te dis, ah, ça... Ok. Même le 5, qui est vraiment pas le meilleur, mais le 5, t'as la moto. Là, c'est vraiment compliqué, et... Pour moi, le vendredi 13/2, je le mets au-dessus du 1 parce qu'il y a de meilleurs meurtres, mais est-ce que je le mets au-dessus du 1 sur le reste? Pas vraiment, parce que... Je me répète. Le rythme, peut-être. Ouais, et encore, parce qu'il met la moitié du film à se lancer. Et alors une fois qu'il est lancé, c'est une petite pétrolette, hein, mais... Oui, par contre, un truc qui est commun vraiment aux 3, même peut-être aux 4 premiers films, les climax sont interminables. Ouais, surtout qu'ils ont tendance à... Alors les climax et les intros aussi, hein, parce que à partir du 3ème, on va te refaire l'intro du 2. Oui. Tu vois ça, tu fais... Mais, dans l'épisode précédent... Ouais, non, mais c'est vraiment ça, les climax sont longs, j'ai vraiment du mal. Retournez voir Carnage, ça va vraiment être ça. Allez voir Carnage, c'est vachement mieux, c'est vraiment mieux. Et alors, si on veut parler chiffres, encore une fois, donc le film coûte 1,2 million. Il coûte 2 fois ce qu'avait coûté le film d'avant. Je les vois pas. Moi non plus. C'est assez dans le sac. Moi non plus. Mais il empochera quand même 21,7 millions sur le marché domestique, donc US-Canada. Ce qui est monstrueux. C'est ça. Ce qui est monstrueux. D'ailleurs, à partir de maintenant, je parlerai plus des box-office mondiaux, parce que le seul dont on a les données, c'est le premier. Sinon, on n'a pas les données jusqu'au 9ème. Oh la vache. Parce que c'était des petits distributeurs indépendants qui transmettaient pas forcément les chiffres, les sources n'étaient pas forcément fiables. Donc voilà. À partir de maintenant, les chiffres que je donnerai, c'est rapport au marché juste États-Unis-Canada. Ce qui est suffisant pour comprendre à quel point c'est un phénomène, sachant que on n'a pas mentionné ça aussi, mais Vendredi 13, c'est quand même aussi une franchise très américaine. Que ce soit dans son succès, dans sa renommée, dans sa culture, déjà juste le masque de hockey du tueur, c'est quelque chose que nous on connaît pas. La vraie fétichisation qu'il peut y avoir autour de cette franchise, c'est quelque chose que nous on connaît pas, c'est Scream Factory ou Shout Factory, qui avait fait un bête de coffret avec toute la franchise qui était ressortie. Alors le coffret était magnifique, hein. Oui. Jamais on aurait eu ça chez nous, parce que juste, on s'en fout. Alors que Warner qui sort une intégrale de Freddy, un coffret sublimissime. Le coffret rouge et vert là. C'est ça, ouais. Coffret en métal avec un steelbook par film à l'intérieur. C'est ce qui est rarissime, hein, précisons. C'est ça, là à ma connaissance en tête, j'ai la trilogie Batman de Nolan, la quadrilogie Indiana Jones. Oui, mais c'est une trilogie, là t'as beaucoup plus de films. Là je crois que ça va jusqu'au 7. Mais ça sort en France. Et il sort en France. Il a été rupture de stock quasi instantanément. Normal. Et là aujourd'hui il se revend autour des 2000 €. Et pour le coup, le Vendredi 13, c'est vraiment
ultra américain. C'est peut-être parce que même tout le truc autour des camps de vacances dans la forêt, etc. C'est ça. C'est quelque chose que nous on connaît pas, qu'on appréhende à travers le prisme américain. On a plein de films qui en parlent. Enfin, La Famille Adams 2 par exemple, c'est le premier qui me vient en tête. Mais c'est American Pie 4. chacun ses références. Mais pas camp de vacances, mais vraiment côté grosse fête autour du lac. Mais c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on appréhende pas forcément, en tout cas qui n'est pas banal chez nous. Là où c'est pour illustrer à quel point c'est un phénomène qui est d'abord américain et qu'on s'est mangé à travers leur influence. C'est ça. Et donc le film fait quand même un x18, ne serait-ce que sur le marché états-unien. J'ai envie de pleurer. Alors, certes, il fait du coup 6 fois moins, en tout cas il fait 2 fois moins que le film précédent juste sur le sol domestique, mais x18 sur le budget, 170 000 entrées en France. Ça reste rentable. Ça reste très rentable, donc forcément une suite est lancée, quoi. Encore l'année suivante. Encore l'année suivante, encore Steve Miner. On change pas une équipe qui fait match nul. Et du coup, parlons de Meurtre en 3 dimensions. Alors qu'on a tenté de démarrer en 3D. Et la 3D piquait les yeux. Qui était intankable, on a tenu 20 minutes. On a tenu, je crois 30 minutes quand même, avant d'enlever les lunettes et de se dire, on se fait le film en 2D et on se fait les scènes intéressantes en 3D à la fin d'avance rapide. Alors les scènes intéressantes, on s'en est fait 2 ou 3. Hein. Oui, mais on s'est fait quand même quelques kills sympas. Sachant que c'est un peu le film qui lance cette mode, parce qu'il sort quand même 1 an avant Jaws 3D et Amityville 3D. Ouais, c'est ça, c'est... Donc c'était la mode de tout mettre en 3D par pur plaisir. Quand tu fais le 3e film de ta saga, tu le fais en 3D. Voilà. Donc au scénar, on passe à Carol Watson, donc, qui a rien fait de marquant, et Martin Kirthoeser, qui travaillera après sur le scénario du 5, et qui a aussi écrit Douce nuit sanglante nuit 5. C'est celui avec les jouets. Oui. Ouais. Et il l'a réalisé d'ailleurs. Ah bah... Quelle chance. Voilà, pas grand chose à dire de différent du 2, si ce n'est que au moins on a le masque de hockey, cette fois-ci. Et qu'on s'emmerde toujours autant. C'est ça, qui sera son visage, entre guillemets, pour les 9 films suivants. Ça, au moins il a un peu plus de look. C'est ça. Et si on reste sur Jason, on a les make-up, qui sont plutôt cool, donc qui sont l'œuvre de Frank Cariosa, donc Rocky 5, Cherry Means, Hunger Games, Hocus Pocus, Insomnia, Blonde, Family Adams 2, aussi. Je peux faire ma blague en disant c'est une franchise qui aime les seins, c'est un film qui aime la 3D, et moi j'ai l'impression que c'est un rendez-vous manqué. C'est très vrai malheureusement, nous n'avons pas... Je vais pas finir ma réflexion, sinon je vais être vulgaire. C'est pas intéressant comme film, En fait, j'ai l'impression de déverser ma haine, mais en fait, je pensais sincèrement avant l'épisode que ce serait cool. On a d'autres noms sur l'équipe make-up, mais je vais pas non plus extrapoler. On a les effets visuels de Martin Baker, donc qui sera aussi sur ceux du 4 et du 6, et sur ceux de Freddy, 4 et 6 aussi, et aussi Star Trek 2, Week-end de terreur, encore une fois. Star Trek 2, l'original ou le remake L'original, La colère de Cannes. Ah, nice. Ouais. Et Mac et moi, parce qu'il faut bien manger. Mac et moi, c'est le... Mac and Me. Ah, ok. Ouais. Au cast, il y a personne de connu. Ça, c'est vraiment le. Et niveau qualité de jeu, on est sur du vendredi 13 score, quoi. Ça joue pas. ça joue. Mettez en VF, ce sera mieux. C'est ça. Moins de persos que dans le 1 aussi. Des persos un peu plus variés. On a les jeunes lubriques, on a le petit rigolo, les junkies, et surtout on a les loupards. Les loupards, c'est vraiment le. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez une crise d'urticaire ? C'est vraiment Hélène et les garçons, quoi. C'est vraiment du de prod, quoi. C'est ridicule. Alors, on rigole beaucoup devant. Il y a un meurtre sympa, celui du harpon. Non, celui de la tête avec l'œil aussi, éventuellement. Avec l'œil, ouais. Mais en fait, c'est pas intéressant. C'est jamais... Enfin, je peux donner au moins 10 kills de Freddy qui sont meilleurs que n'importe lequel de kills de ce film. À nouveau, je ne comprends pas comment ces films ont marché. Je ne comprends pas. Peut-être que juste encore une fois... Ils étaient vraiment en manque de slasher. Ça, c'était la concurrence, parce que tu parles de Freddy depuis tout à l'heure, là, Freddy 1 n'est pas sorti. Freddy 1 n'est pas sorti, effectivement, c'était la dèche à ce point. Freddy 1 sortira que 2 ans plus tard. C'est vraiment... Moi, c'est tout, en fait, ce qui me rend triste quand je vois ce vendredi 13-3, c'est de me dire, mais les films marchaient à ce point, quoi. Moi, je me dis, mais c'était... Pourquoi ? Qui êtes-vous ? Alors, il marche de moins en moins au fur et à mesure, mais c'est toujours des gros succès, quoi, surtout avec des si petits budgets. Précisons une chose, je tiens quand même à mentionner quelque chose, c'est que là, je suis rapidement sur une petite liste de slashers, donc on est en 82, voilà. En 82, pour donner une idée, quand même, le bal de l'horreur est déjà sorti. Là, je prends uniquement les slashers que je trouve meilleurs que l'original. Dress to Kill de De Palma, alors, Giallo, slasher, si vous me permettez le pont, est déjà sorti.
Meurtre à la Saint-Valentin, mais dans une version massacrée, effectivement, parce que pour le coup, alors Meurtre à la Saint-Valentin, s'il y a bien un slasher à retenir qui s'est fait bousiller, c'est lui. Hein. D'ailleurs, on va commencer à parler sur vendredi 13, j'y arrive, parce que c'est à partir de celui-ci que la censure commence aussi à bien se faire sentir. Sur lui ou sur le suivant? Sur celui-ci, et à partir de celui-ci. Terror Train est déjà sorti, Carnage... Le monstre du train avec Jamie Lee Curtis. Carnage est déjà sorti. Happy Birthday to Me, que moi j'aime beaucoup. Que je trouve correct en plus. Est déjà sorti. The Prowler est déjà sorti. Rosemary's Killer en français. Rosemary's Killer. Enfin, là on arrive vraiment. Et surtout que, juste après Meurtre en 3 dimensions, on va avoir l'original de House on Sorority Row qui sort la même année, qui sort en 82. On a Alone in the Dark de Jack Shoulder qui sort la même année. On a Psychose 2 qui sort l'année suivante. Enfin, on ne manque pas de bons slashers, mais on n'est pas encore, c'est vrai, là je suis à nouveau sur la liste, mais on n'est pas encore dans le moment où ça va déferler, parce que la déferlante elle arrive vraiment à partir de 83-84, où là alors 83-84, mais alors là t'as Psychose 3, t'as Chopping, enfin à partir de 83-84, hein, c'est pas que sur ces années-là, mais Psychose 3, Chopping Mall, Body Count, Slaughter High, Blood Rage, et j'en passe et des meilleurs. Mais donc tout ça pour dire que Carnage est déjà sorti. Et ça pour moi, c'est vraiment le marqueur de... je ne veux pas voir ton film. Ou alors tu fais mieux. Mais je crois même, je peux même jusqu'à dire vendredi 13-3, sorti de son argument 3D, je crois que c'est celui avant le 6 que j'ai... Alors, sorti de El Famoso, parce qu'il y en a un avant le 6 qui est vraiment nul, mais je crois que c'est le deuxième que j'aime le moins, parce que pour moi, il n'a vraiment... À part le côté gadget de la 3D, il n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'est le troisième que j'aime le moins, je dirais. Je pense que je le préfère au 1. On fera un petit classement à la fin des 6 de toute façon. Oui. Ah bah, je préfère, je sais pas, il y a encore. Hein. Ah oui, non mais vraiment, c'est un combat d'infirmes, mais c'est des infirmes pour lesquels j'ai une sympathie. T'as envie de miser sur eux quand même. C'est un infirme, il a un sourire Il a un sourire charmeur. Qui donne confiance. Non mais oui, c'est-à-dire que si on veut être un peu... Si on veut parler un peu des qualités, du moins de ce qui change, Harry Manfredini qui se tente sa petite variante disco sur le thème du film aussi. Ouais, alors ça, fallait l'oser. Hein. Fallait vraiment la tenter. Je me rappelle, quand j'étais à Montréal, être tombé dans une magnifique boutique de vinyle qui avait toute une section de musique de films d'horreur. Oh. Et les vinyles des Vendredi 13 étaient sublimes, dont celui du 3. Ça doit coûter bonbon quand même. Je pense qu'on était autour des 30-40$ le vinyle, ouais. Ah, ce qui est cher pour un vinyle de film. Dollar canadien, hein. J'ai pas le rapport de conversion. Qui vaut un peu plus que le dollar US. Ok, donc c'est cher pour un film. Ouais. Et bah oui, pour le coup, le film, ça manque pas, c'est-à-dire que les critiques d'époque reprochent justement l'écriture très paresseuse, tant pour l'histoire que les personnages. Ah mais là, alors, est-ce que ce film est écrit? Et surtout les effets 3D très putassiers, pour le coup. C'est simple, il y en a, je pense sincèrement, un toutes les 2 minutes. Toutes les 3 minutes. Vraiment. Un plus ou moins visible, mais t'en as un toutes les 3 minutes. Ouais. Et qui fait mal à la tête. Que ce soit, ouais... Et c'est dans celui-là que t'as l'abruti qui marche sur les mains. Oui. Pourquoi? J'ai toujours pas compris. Ok. Parce qu'il le peut. C'est vrai. C'est une raison valable. Oui, oui. Et si on reste sur les chiffres, 36,7 millions au box-office. Dont 307 000 entrées en France. Pour un budget de 2,3 millions. 307 millions d'entrées, mais mon dieu. Donc, après, retour sur investissement de x16. Après, il y a une chose que ça m'a fait relativiser ces films-là, c'est que moi, je suis le premier à aller tabasser Blumhouse, et je continuerai à le faire, hein. C'est une responsabilité morale que je m'incombe à chaque fois que Blumhouse sort un film, je persiste à croire que ça rapproche un peu plus Jason Blum du jour où il devra payer pour ses erreurs. Mais en fait, ça m'a aussi fait relativiser beaucoup de choses. C'est là maintenant, tu me dis Vendredi 13, 2 ou Conjuring 4, je sais pas lequel je prends. Hein. Je pense que je prends Vendredi 13-2. Il est plus court, mais Conjuring 4 est plus friqué. Oui. Donc au moins, Conjuring 4 est plus professionnel, on va dire. Donc là, je sais pas. Et en fait, chaque époque, c'est produit d'exploitation, quelque part. Moi, il y a une chose que ce petit marathon m'a fait relativiser, c'est ce côté un peu vieux con de... ah là là, tous les films d'horreur étaient mieux avant. Non, pas tous. Pas tous, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Par contre, effectivement, le fait d'avoir des franchises aussi florissantes, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, et ça, par contre, je suis un peu dégoûté parce que j'aime bien l'idée de me dire « Ah, mon préféré, c'est le 18 ». Voilà.
C'est vraiment juste, c'est un peu nul, mais ça me faisait rire. On peut passer au suivant, peut-être. Bah le 3, en fait, j'ai tellement rien à dire dessus, vraiment, il y a les loupards, quoi. Le film a des loupards, et les loupards de Hélène et les garçons. C'est vraiment les barlous, quoi. Ah oui, et des loupards qui sont quand même border terroristes aussi, quand même, parce que c'est vraiment ce truc de t'as tapé ma moto, bah je vais cramer ta maison. Je me dis, waouh, ok. Alors là, c'est la grange. Style. Oui. On arrive peut-être au premier petit sursaut de qualité de la franchise. Oui. Donc, on et arrive... enfin, un réalisateur à peu près intéressant. C'est ça. On arrive à Joseph Zito, donc pour Vendredi 13-4, le chapitre final. Ils ont pris un an de pause. Ah oui, ça, le El Famoso chapitre final. C'est chapitre 4 sur 12. C'est ça. Et même le 8, qui s'appelle l'ultime retour. On rappelle ultime, qui veut dire dernier. Qui veut dire dernier en toute logique. En français. Paraît-il. Donc Joseph Zito à la réal, donc on en avait parlé avant, donc c'est lui qui avait réalisé The Prowler, Rosemary's Killer. À nouveau, The Prowler, bête de film. C'est lui qui a réalisé Invasion USA et Portée disparue avec Chuck Norris. Mm-hmm. Et alors, vraiment, on note une amélioration sur les 3 premiers. Enfin, vraiment, je la note... Bah, surtout que moi, je viens de vérifier quelque chose, mais en 83 sort Sleepaway Camp, donc Massacre au camp d'été. Ouais. Et là, pour le coup, effectivement, il y a une amélioration. Alors après, à nouveau... À quel prix? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose sur laquelle moi, qui m'a pas tant frappé. à quel prix, mais amélioration par rapport à quoi? Ouais, ça, qui m'a frappé en voyant le film. Alors effectivement, le film est plus rigolo. Ça démarre direct, et il commence à comprendre que l'élément le plus intéressant, c'est Jason. Alors, manque de bol, il le tue à la fin. Mais... On mon arrive... Dieu, spoiler. Comment? Oh mon Dieu, spoiler. Spoiler. Alors, sachant oui, on fait pas de résumé des films à chaque fois, Jason tue des gens. Voilà. On fera des résumés quand ce sera intéressant, mais globalement, on s'en fout. Mais en fait, là, on arrive vraiment sur le moment où il commence à comprendre cet élément-là. Mais pour moi, il y a aussi autre chose qui entre en ligne de compte sur ce 4e opus-là. Enfin, sur ces opus-là et sur le 4e et le 6e aussi. Ça va être le fait de me dire... Enfin, c'est parce que j'en avais vraiment le souvenir de « Waouh, les meilleurs, GOAT et tout, incroyable !» En vrai... Pas tant. Enfin, c'est très rigolo, hein, genre. Est-ce que c'est pas la fatigue aussi liée au marathon? Alors, sûrement, mais moi sur le 6, ça m'a fait ça en le revoyant le lendemain. C'est que je m'étais dit, bah, c'est rigolo, c'est vrai, mais. So what, quoi. Parce que, par exemple, moi, je vais prendre le Freddy que je trouve le plus rigolo, pas le 3. J'adore le 3, qui est trop bien, encore une fois, Chuck Russell, on pense à toi. Mais, moi, un Freddy que j'adore, qui est très très bête, mais que je trouve trop fun, c'est le 4. La pizza. Alors, la pizza, le cafard. Le cafard. Oui. Je suis désolé, mais le 4, là ça y va, quoi. Là ça lâche vraiment la rambarde. Et en fait, je peux pas m'empêcher de trouver, même des Halloween fun. Alors, j'allais dire Halloween Kills, mais c'est trop facile. Trop facile. Mais même si on reste sur les premiers, je suis désolé, le 5e... Quand même, il y a des trucs. Ouais, ça, même, alors bon, ok, le 4e, si on veut quelque chose qui se tient mieux. Mais là, sur Vendredi 13, c'est quand même, je sais pas, cheap, quoi. Cheap, encore une fois. Pourquoi tu fais l'oiseau? Et encore une fois, il y a des trucs vraiment rigolos. Moi, j'aime bien la fin avec le masque de Jason, j'aime bien la fin avec le... Le 4e, c'est le début de Tommy, précisons ça aussi d'ailleurs. Tommy Jarvis, dans le film joué par donc, Corey Feldman, qui est donc la même année joue dans Gremlins. Non, qui avait déjà joué dans Gremlins 2 ans avant, et qui l'année d'après jouera dans les Goonies, donc qui est le fameux Bagou qui a peut-être donné lieu à un de mes plus gros fous rires de cinéma, c'est-à-dire la scène de traduction en espagnol, qui moi me tue de rire à chaque fois, c'est-à-dire la scène où ils doivent quitter la maison, t'as la mère Walsh qui explique à Bagou ce que doit faire la femme de ménage, qui parle que espagnol. Et précisons aussi que quelques années plus tard, il a joué dans Stand By Me, et que il a aussi joué dans ce film que j'aime beaucoup, qui est The Lost Boys. C'est vrai. Et t'as cette scène où du coup, la mère dit à Bagou, ok, on doit ranger ça, de telle façon, et Bagou qui explique, ok, alors c'est là qu'on range la drogue, c'est là qu'il y a les instruments de torture sexuelle, et si tu fais pas ton taf, on t'enferme dans la cave. Ouais, oui. Et sur Vendredi 13-4, une dernière pensée qui vient de me venir en tête, c'est que un des éléments que je reproche aussi à Vendredi 13, enfin que je reproche, qui fait que j'ai du mal à m'intéresser, effectivement il y a ce côté confortable, mais c'est la décennie où il y a Argento qui propose ses films les plus inconstants mais fous, pourrait-on dire. Ténèbres, Opéra. Ça, et je suis désolé, mais d'un côté, j'ai Opéra qui est beaucoup plus casse-gueule que... on n'a jamais parlé, Opéra, il me semble, dans on l'a abordé dans l'épisode d'Argento, mais... Bien sûr, mais on en a jamais parlé. Mais qui est peut-être l'un des films d'Argento les plus casse-gueule, qui était... qui est compliqué à résumer sans avoir l'air débile, mais qui propose tellement de choses. Et en fait, moi, ça m'a fait prendre conscience de ça, c'est...
Slasher, oui. Mais slasher plus. Moi, je veux des slashers premium. Et Alors après, Opéra est pas sorti à ce moment-là. Opéra, c'est non, Opéra, c'est 87. ouais, 2 ou 3 ans plus tard. Mais c'est juste pour illustrer le côté décennie productive de slasher. Parce que oui, Opéra, c'est pas un slasher, c'est un giallo. Oui, sûrement. Allez, bref, on y va. Et Vendredi 13-4, alors, encore une fois, il y a des meurtres rigolos. Est-ce que j'ai envie de les revoir ? Ou est-ce que j'ai envie de le revoir ? Ou est-ce que je préférerais me faire des petites compilations YouTube ? Je pense que je pencherais. Je pense pour l'instant. En fait, quelque part, je le rapproche. Bah, l'image vient de me venir, mais je peux le comparer à certains sauts. C'est que moi, tu me dis Vendredi 13-4 ou saut, je sais pas, un saut vraiment nul, le 7, tu vois. Ah, je sais pas lequel je vois en compile. Hein. Peut-être saut quand même, parce que c'est un peu plus rigolo, mais. Peut-être. Je sais pas. Pour moi, je pense qu'il y aurait un lien d'âme que je peux faire entre les deux. Il y a un lien. Allez, après, pour le 4, moi je vais retenir vraiment. En fait, c'est vraiment celui qui pousse tous les potards à fond, c'est-à-dire que c'est celui où. Au fond, non. Il les monte. Qui pousse tous les potards à plus. Voilà. C'est-à-dire que c'est celui où qui va être le plus crétin en termes de nudité. Oh, oui. Et notamment pour tout ce qui tourne autour du personnage de Crispin Glover. Et de son fameux. On n'a pas parlé de Crispin Glover. Et de son fameux 0 pour la baise. Je te laisse expliquer ça. Donc Crispin Glover, évidemment, le George McFly de Retour vers le futur, mais qui ne sortira qu'un an plus tard. Mais c'est vraiment tout cet arc où Crispin Glover se fait foutre de sa gueule par un de ses potes parce que il a pas baisé. Et il tombe sur une meuf. Enfin, leur groupe de potes tombe sur deux meufs. Et dont une avec qui Crispin Glover finira par coucher. Et vraiment, t'as ce moment lunaire où, après l'amour, elle est dans ses bras, et elle lui dit est-ce que. Je peux te poser une question ? Tu vas pas me donner. Il est big hésitant en plus, tu vas pas me donner 0 pour la baise. Ouais, et elle est là. Alors, c'est mignon, elle est là, elle rassure en mode non, c'était formidable, tout ça. Donc, en soi, ça va, mais juste, vraiment le 0 pour la baisse de Crispin Glover. Et puis il y a sa fameuse danse. Il y a sa danse. La danse de. Je pense que juste pour ça, il faut voir l'extrait. Il faut voir l'extrait de Crispin Glover parce que la danse de Crispin Glover, c'est le fait que personne sur le plateau n'ait fait attends. Non, Crispin, arrête. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Vraiment, il danse comme. J'allais dire quelque chose d'un peu méchant, mais. Il danse comme... il ne sait pas danser. Je ne vais pas faire de comparaison hasardeuse. J'allais dire, même moi je danse mieux que lui, mais n'en soyons pas si sûrs. mais bon, on parlait un peu de pousser les potards. Pour parler viteuf du scénario, donc ces deux personnes, c'est Barney Cohen, dont le seul fait d'arme est d'avoir coécrit le film Sabrina l'apprentie sorcière. Oh, donc le film, pas la série. Le film. Okay. Et John Whittington, alors dont c'est le seul scénario, mais qui était ingé son, qui est d'ailleurs ingé son sur le film, mais aussi sur Halloween 4. Quand ton ingé son écrit le script, je suis désolé, mais... C'est ça. Mais qui, à part ça, est ingé son sur Halloween 4, Chinatown, Amityville... Chinatown Ouais, aux frontières de l'aube, Diamant sur canapé, La fille du samedi soir, Mean Street et Platoon. Ah oui, donc quelques petits trucs. Un petit CV. Et quand l'ingé son a écrit le... En fait, tout est résumé dans cette phrase. Et c'est pas la première fois que ça... Enfin, c'est pas la dernière fois. Et là, il court, et là, il meurt. C'est pas la dernière fois que ça arrivera dans la saga. Et oui, il y a l'originalité d'avoir dans ses persos principaux un petit garçon de 12 ans, à savoir Tommy Jarvis, donc joué par Corey Feldman, qui était tout petit à l'époque. Ouais. Et qui finit par... mal, précisons quand même. Hein. Oui, et qui finit par tuer Jason, mais c'est peut-être aussi le premier personnage de Vendredi 13. Qui va tuer Jason. Déjà ça, mais le premier à peut-être avoir une vraie personnalité au-delà d'un archétype, c'est-à-dire que, certes c'est un gamin, certes c'est un gros slasher, mais... Il est fan de jeux vidéo, il est fan de masques de monstres, il fabrique ses propres masques. Tu vois, c'est le premier perso dont tu vois le quotidien et qui se limite pas à l'archétype de c'est la meuf bonne, c'est le mec relou, c'est le petit comique. C'est le 0 pour la baise. C'est le 0 pour la baise. Enfin, c'est. Quand on en est réduit à se dire c'est le premier personnage écrit de la saga. Au 4e film. C'est ça. En parlant d'un enfant. C'est ça. Mais pour le coup, c'est aussi celui qui est le plus exacerbé sur le cul. On parlait de 0 pour la baise. Mais en fait, on en rigole et tout, mais il y a un moment, c'est épuisant. Mais il y a cette séquence. C'est vraiment épuisant. Il y a cette séquence de baignade topless. Il y a surtout ce mec qui, du coup. De baignade full nu. Full nu. Ah ouais, mais il y a surtout ce film porno muet en noir et blanc qui est projeté par un des personnages. Ouais, ça. En fait.
ok, voilà, c'est marrant, nanana, nanana, nanana. La saga a quand même un vrai problème avec Ouais. ça. Et c'est pas pour faire le prude ou quoi, vraiment pas. Dites-vous, juste avant l'épisode, je parlais, si vous nous suivez sur Instagram, de faire un format 22 que je fais assez souvent, que moi, ce sont des formats que j'aime bien faire, qui sont assez rapides à faire en plus quand on n'a pas beaucoup de temps, en toute honnêteté, mais un format un peu 22 orni film fantastique, donc autant dire que c'est vraiment pas pour la jouer prude. Mais là, c'est juste que c'est vraiment... En fait, c'est pas prude, c'est juste gênant. C'est juste vraiment gênant, quoi. On était vraiment à se faire, mais rhabille-toi, arrête. Pourquoi tu fais ça? Bah, un peu. Alors, moi pas trop, parce que je me rapproche à ce que je peux et je me dis que dans une saga qui est faite pour être crétine, bah autant assumer le crétin. Oui, Mais c'est du bon crétin là à ce niveau-là, c'est la belle rouge, vraiment. Mais élevé en plein air, au grain et tout, vraiment le crétin, le bon crétin. Mais ouais, alors, pour le coup, on a le retour de Tom Savini. Ouais, on a le retour de Savini. Pour le coup, effectivement, avec quelques kills sympas, celui de Crispin Glover notamment, il ouais, sympa. Malheureusement, il y a un truc qui s'appelle la Motion Picture of America. Oui, alors... la Motion Picture Association of America, donc la MPAA. On aurait dû en parler dès le 3ème, mais... tous les vendredis 13 ont plus ou moins été sabotés par la censure. En tout cas, remake inclus. Oui. Tous étaient sabotés. Certaines versions, plus ou moins officielles à chaque fois, se prétendent intégrales. De ce que j'ai trouvé, les versions intégrales ne sont pas trouvables. Tous les vendredis 13 que vous pourrez trouver à partir du 3ème sont cut. Plus ou moins cut. 1 seconde par-ci, 2-3 minutes par-là, mais sont cut. Typiquement le 4... et le 4, ça se voit. Le 4, si vous allez sur IMDb, ils annoncent film normal 1h31, et version uncut 1h35. Aucun moyen de mettre la main sur la version uncut. Et j'ai réussi à mettre la main sur le dernier Tommy Wiseau. Voilà, donc je cherche. Donc vraiment, il y a des versions. Alors, on vous invite évidemment à aller voir sur Movie Censorship, très bon film qui compare les versions des films à chaque fois. Très bon site, pardon. Certains vendus très syndiqués, mais le maximum que vous pouvez faire, c'est voir le film, voir les scènes coupées. Il y a des versions qui mélangent les deux parfois, mais vous ne pouvez pas, en tout cas officiellement, mettre la main sur les versions complètes. Et dites-vous que même quand vous tombez sur une version complète, par défaut, de ce que j'en ai trouvé en tout cas, et j'ai pas mal digué sur ça aussi, ce sera une version qui a été sabotée, mais on peut... Enfin, ce serait intéressant de faire un épisode censure, juste sur le côté histoire de la censure, notamment aux États-Unis. Vidéo nazisme, même en Grande-Bretagne, hein. Oui, alors ça c'était un autre système, oui, c'est vrai que... En plus qu'il y avait le côté case à cocher avec les vidéos nasties. Bah ça, surtout que, pour le coup, oui, c'est vrai que c'est très différent dans le sens où la censure s'applique au moment de la production et avant la sortie. Vidéo nasties s'applique sur plutôt la distribution. Voilà, et dites-vous que typiquement dans la censure américaine, ça peut être des trucs aussi cons que, si on prend le cas de Evil Dead Burn, je vais pas en dire trop, mais il y a une scène dans Evil Dead Burn, si vous ne l'avez pas vue, vous allez savoir. 5 coups c'est non, 4 coups c'est non, 3 coups c'est oui, par exemple. Ça peut être ce niveau de censure. Et dans le cas de Vendredi 13, où la majeure partie de l'intérêt est basée sur les kills, ça va donner vraiment des trucs aussi teubés que une tête coupée. 5 rebonds c'est non, par contre 2 rebonds c'est oui. Je crois que c'est un rebond au final, c'est sur le 5. Oui, ça c'est sur le 5. Junior. Mais c'est pour dire que voilà, donc dans le cas du 4, ça se voit. Ça se voit et ça se voit vraiment. Alors, vous inquiétez pas, il y a des plans gore, ça reste un film de slasher, c'est marrant. Mais ça se voit, mais pour le coup, ça reste rated R. Ouais, ça reste rated R, mais ça se... En fait, ce qui est amusant, c'est qu'on peut vraiment savoir quand ça a été cut. Parce que là, t'as vraiment des cuts, tu dis, oula, audacieux celui-ci. Et je pense que le 4 avec le 6, c'est vraiment les deux, en tout cas 2 sets fournés, où ça se voit le plus. Alors, éventuellement un peu le 3, mais le 3 c'est vraiment sur quelques scènes. 4 et 6, tu vois qu'il manque vraiment des minutes, quoi. Ouais. Mais pour le coup, il y a quand même des kills sympas. Je pense notamment à l'hôpital au début. Ah bah oui, la scie. Ouais, mais pareil, la scène de cul à la morgue. Ah ouais, non, mais ils ont des vrais problèmes. Hein. Mais il y a la mort de Jason, que je trouve pour le coup assez cool, avec du coup la machette qui se plante dans le crâne, Jason qui tombe. Qui glisse. Et c'est ça, là. Même le maquillage de Jason est cool. Bah c'est ça, c'est-à-dire que Tom Savini au maquillage et Martin Baker aux effets spéciaux, là pour le coup c'est vraiment Gogeta. C'est vraiment... plutôt végétaux.
Plutôt végétal, peut-être. Mais Non, mais en fait, à nouveau, leur travail a été saboté, quoi. oui, mais on ressent quand même ce qui pouvait se passer. Et puis Savini, quoi. Enfin, juste Savini. Qui a cette patte artisanale qui est reconnaissable entre mille. Et même la scène du bain de minuit, qui est pour le coup une scène qui a été pas mal censurée. La scène où une meuf veut se taper un gars, le gars veut se taper d'autres meufs, la meuf sort en espérant que le gars vienne la voir. Elle vient pas, elle se baigne à poil, elle se fout sur un bateau gonflable, Jason la tue. Voilà, jusque-là, rien d'anormal. Je pense que c'est vraiment la scène qui symbolise Anthony Stress, c'est le cul, la mort. Moi, mon gros crush en termes de mort, c'est vraiment Crispin Glover, tire-bouchon dans la main et bam. Ouais. Même si je pense que vraiment sur cette première moitié de saga, le 6 a vraiment les kills les plus cool. Oh, il y a des trucs sympas, ouais. On passe au suivant Ou tu veux nous... Ah, peut-être un petit point box-office. Petit point box-office, c'est peut-être petit point critique aussi de l'époque. Mais ça devait être fun. Alors, pour le coup... Jason meurt, enfin. Pour le coup, les critiques d'époque saluent notamment la mise en scène un peu plus énergique de Zito. Ah oui. Et les effets spéciaux de Savini. Et aussi l'aspect de Jason. L'aspect un peu plus menaçant, parce que c'est vraiment le film, c'est le premier où tout du long il a le masque de hockey. Là où il faut attendre au moins la moitié du 3 avant qu'il le récupère. Et cependant ils disent que la saga tourne bien en rond et ils le qualifient de meilleur mauvais Vendredi 13. C'est un bon résumé de toute la franchise. Et donc pour un budget de... Alors ça aussi entre 2,2 et 2,6 millions, on va arrondir à 2,4. Donc c'est à peu près la même chose que le film précédent, il fera 33 millions sur le marché domestique et 270 000 entrées en France. Il est assez fidèle. Hein. Il est assez fidèle. Donc c'est à peine moins que le précédent pour les entrées en France, à peine moins pour le box-office. Et donc x14 au box-office. Donc suite. Donc suite, et là on est vraiment sur la première montagne de la franchise, quoi. Parce que les autres sont nuls. Celui-là est super dur. Celui-là est vraiment, vraiment, vraiment dur. Celui-là, c'est l'année d'après, déjà. Ouais. Et donc voilà, Jason est mort, vive Jason. Peut-être pitcher rapidement, parce que... Enfin, outons, quelle est la spécificité de ce film ? Il n'y a pas de Jason. C'est pas Jason, c'est un copycat, et on va en reparler de ce putain de pivot scénaristique, de plot, c'est affreux. Moi je le dis, celui-là j'ai vraiment eu du mal. Celui-là je vais même être tout à fait honnête, c'est pas bien, je sais, je m'en veux, mais je vous confie ça. J'avais Call of en même temps. J'avais l'ordi et j'avais Call of au-dessus. C'est vraiment... Mais alors, que sur les 20 dernières minutes. Et juste, je regarde ma montre, 3 heures s'étaient écoulées. C'était tellement dur. Celui-là... Là, on est vraiment sur de l'amateurisme. Là, on est vraiment sur de l'amateurisme. Parce que le masque de Jason est moche. Avec ses petits traits bleus, là. Ouais, le niveau technique, c'est plus bas que... Genre, la caméra... Alors, sur le précédent, parfois, elle est crade. Là, je suis désolé, la caméra n'est pas stable. Ils ont perdu le stabilisateur. La VF ne sauve même pas vraiment le truc. Des kills marrants... le tout premier me fait rire, parce qu'il est con comme la lune. Genre, d'un coup, il devient fou et pouf, voilà. Oui. Il s'est vraiment fait taillader par la censure en plus, donc t'as pas trop... Je suis même pas sûr que t'aies vraiment du sang dans celui-ci. T'en as viteuf, mais en fait, le truc qui est vraiment frustrant avec ce film, c'est que quasiment tous les meurtres sont hors champ, et je pense même pas que la censure est tant affectée que ça. Hein. Parce que, non mais au-delà de ça, c'est aussi une question de budget, c'est aussi le fait de pas vouloir... avoir trop d'effets pratiques, notamment de kills visibles, c'est-à-dire que la plupart des corps sont retrouvés. Et en voir la réaction des personnages, c'est censé être un suspense que ce personnage soit mort. Donc, ça veut dire que c'était même pas censé être visible à l'écran ce kill. Là où il y a des kills qui sont clairement atténués, je pense notamment au mec après la scène de sexe dans les bois. Putain, cette scène de sexe, faudra en parler parce que. Ah bah, je te laisserai faire, oui. Sachant qu'aussi, précisons, on est quand même sur un tueur qui est quand même particulièrement mauvais parce que cette fameuse scène où il se fait attaquer par un enfant qui pilote un mini tractopelle, je ne saurais pas comment dire ça autrement. Le tractopelle va lentement, vraiment il va très lentement. Le tueur reste sur place. Le tueur est genre oh non, allez. Enfin, là on est vraiment sur un nanar. C'est le premier nanar de la franchise, pas le dernier, loin de là. Mais là pour moi on est vraiment sur un cas de nanar et de nanar de compète, quoi. Parce que je cherche vraiment à rester poli et mesuré sur le film, et pas vulgaire aussi, mais
Déjà, le film est... Je suis désolé de le dire comme ça, hein, nous aussi des fans, je vous prie de m'excuser, parce qu'en plus je sais que le fandom Vendredi 13 est très, très, très vigoureux, mais... Enfin, techniquement c'est médiocre. C'est médiocre au dernier degré, et... Genre, celui-ci m'a fait réévaluer le 4, hein, c'est quand même dire. Et si, allez, pour le 3-4, je peux vite faire une petite sympathie sympa, déjà parce qu'on les a vus ensemble, c'était marrant, pas de soucis. Mais surtout parce que voilà, il y a cette espèce de légèreté inhérente à ces films-là. Là, c'est vraiment gênant, parce qu'en plus, en protagoniste, ça prend des gens qui sont... je cherche le terme poli, mais des gens qui sont, en tout cas, qui sont atteints de troubles mentaux. Mmh. Et moi j'ai quand même un vrai problème avec ça, c'est-à-dire que tu prends ça, t'en fais rien, et non seulement t'en fais rien, mais en plus t'as un espèce de prétexte à la zob, et c'est même pas un truc un peu à la Red to Kill je crois que c'était Hermanio, non pas Hermanio, il me semble que c'est non, Billy Tong ou Hermanio, celui qui a fait Red to Kill, je sais plus si c'est Hermanio ou Billy Tong, mais quand il interviewait, parce que au début du film, il avait mis Billy Tong. Ouais, sûrement Billy Tong. Il avait mis un panneau du style nous espérons que ce film aidera toutes les personnes, nanana, et on lui avait demandé mais vous voulez vraiment aider les personnes? Il fait oui, un peu. Là, je trouve qu'il y a vraiment un côté juste je m'en foutiste violent, et on en a déjà parlé, mais moi les films pas finis ça me pose problème. Bah, j'ai le même problème avec les films qui me prennent pour un con, et je suis désolé, mais Vendredi 13/5 me prend vraiment pour un idiot, quoi. Vraiment jusqu'au copycat, c'est-à-dire que tu viens voir Jason, t'as même pas Jason. Ouais, on va... Et dernier élément également, ce que je peux amener sur le 5, c'est le fait que le film non seulement souffre donc de son incompétence technique, non seulement souffre de son statut un peu bâtard, en fait, quelque part, il est à nouveau, ma comparaison avec Hellraiser est bonne. Hellraiser 5, pareil, fraude. Et pourtant, c'est Scott Derrickson derrière. Justement, c'est Scott Derrickson derrière. Un jour, on fera un épisode sur lui. Non, mais on l'avait un peu abordé sur l'épisode VHS, mais ouais. Oui, mais il a eu la main de Dieu sur Sinister et a décidé de la rendre juste derrière. Mais sur Vendredi 13/5, c'est non seulement il souffre de tout ça, mais surtout, il souffre vraiment du fait que le film n'a aucune ligne rouge. Je suis désolé, mais est-ce que tu es capable, à part un mec copycat de Jason, de résumer le film? Viteuf. Genre, il a 3-4 personnages qui reviennent, mais j'ai trouvé l'histoire incompréhensible. Bah, c'est vraiment le reproche qui a été fait au film. C'est-à-dire que. Alors, on va parler vite fait de la mise en scène avant de parler de l'histoire. J'aurais plutôt dit la mise en image. Ou plutôt, on va parler du réalisateur. Voilà. On va parler l'homme derrière la caméra. Parlons de Danny Steinman. Alors, Danny Steinman, c'est un mec qui est connu pour rien d'autre à part genre Savage Streets et The Unseen. Qui les connaît, SVP, c'est urgent. Et bah vraiment la réalisation, on s'en fout, mais surtout la scène de sexe, alors, ça c'est un vrai problème, qui est une des plus frontales de la saga, qui est aussi une de celles où la nudité féminine est la plus montrée, parce que t'as vraiment ce passage où après la scène de sexe, le mec s'en va et la meuf reste allongée topless avant de se prendre une tenaille dans les yeux de la part de Jason. Ah, et topless, le plan il est long. Et à nouveau, c'est pas pour faire les prudes, c'est juste que là, ça se voit que c'est gênant. Alors, c'était le premier jour de tournage. Et Danny Steinman disait à l'acteur « Vas-y, baise-la, plus fort, attrape-lui les seins. » C'est pas un secret de Polichinelle, c'est dit dans le documentaire Crystal Lake Memories, c'est dit par Will de Dead Meat dans sa vidéo sur Vendredi 13/5. Ah yes, c'est cool. C'est cool. Yes. C'est une autre époque. Et une époque qu'on est content de voir évoluer d'ailleurs. C'est ça. Surtout que l'actrice de cette scène-là s'appelle Deborah Voorhees. Alors déjà, ça s'invente pas pour un Vendredi 13. Ouais, j'allais dire, il y avait un typecast qui a été fait là. C'est ça. Mais c'est surtout donc c'est une femme qui deviendra. En plus, cette scène-là, elle lui a coûté dans sa vie après parce qu'elle deviendra enseignante après ça. Et elle se fera virer de 2 établissements scolaires justement parce qu'on la voit topless dans Vendredi 13/5. Et après ça, elle réalisera 13 Fanboys. Alors, film nul. Genre vraiment, le film est nul. En gros, le concept, c'est un tueur fan de Vendredi 13 va tuer des acteurs de Vendredi 13. Et donc, elle se joue elle-même dans le film. Mais elle ramène aussi Corey Feldman, donc Tommy Jarvis dans Vendredi 13 4. Mm-hmm. Elle ramène Judy Aronson, donc Samantha dans le 4. Tracy Savage, donc Debbie dans le 3. Ron Sloan, donc Junior dans le 5, celui qui justement se fait décapiter et il n'y a qu'un seul rebond au lieu des 5. Évidemment Kane Hodder, qui est le Jason des Vendredi 13, 7, 8, 9 et 10. CJ Graham, le Jason du Vendredi 13, 5 et 6.
et Lar Park Lincoln, donc Tina, l'héroïne du 7, celle qui a des pouvoirs physiques. Ouais. Bon, le film est pas très bien, hein, Bah, le film, non, plus que pas très bien, le film est une catastrophe. c'est ça. C'est vraiment... c'est vraiment... Ah, mais, non, mais je parlais de Fanboys, là. Ah, ok. Ah, ok. par contre, il y a Dee Wallace dans le film. Ah, Toujours sympathique. Toujours ça de prix. Mais oui, c'est vrai que Vendredi 13-5, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est une catastrophe. C'est vraiment... Parce que à chaque fois, on peut se dire, bah allez, on garde un truc. Genre, allez, dans le 1, on garde Kevin Bacon. Dans le 2, on garde le fauteuil roulant. Dans le 3, on garde le masque et le harpon et les effets 3D. Dans le 4, on garde, allez, Crispin Glover. Dans le 5... Je garde un truc du 5 à la limite. C'est Reggie. J'aime bien ce gamin. J'ai envie de le tabasser, je le déteste. Ah mais je sais que beaucoup le détestent. Perso, je l'aime bien. En fait, je crois que je le déteste parce qu'il est vraiment à l'origine de la scène du je vais t'avoir, Jason, avec le truc qui va lentement et t'as envie de faire, mais va sur le côté, va sur le côté, je t'en supplie. En fait, je fais pas souvent ça, mais là vraiment au film, je disais ta gueule. Enfin, je préférais entendre Call of Duty Vanguard. Enfin, pour les fans de Call of Duty, vous savez, pour les autres, c'est pas l'un des meilleurs, loin de là. Juste, c'est un des rares que j'ai en physique. Je préférais entendre ce jeu que le film parler. Je t'en supplie, tais-toi, quoi. Ouais, globalement, plus le twist de fin, mon dieu. c'est ça, c'est-à-dire que bah au début il y a un personnage, pareil, je sais pas trop comment le qualifier, mais qui se fait tuer. Donc Sans raison. voilà, bah parce que vu que c'est un institut pour Personne atteinte de troubles mentaux. c'est ça. Bah du coup t'en as un qui a atteint de troubles mentaux et qui va lui mettre 3 coups de hache dans le dos. Voilà, et il se trouve que son père, en plus d'être l'ambulancier qui va du coup récupérer le cadavre de son fils, bah c'est celui qui va être pris de folie meurtrière, qui va vouloir se venger de pas les bonnes personnes, parce que littéralement toutes ces victimes n'ont rien à voir avec la mort de son fils. Ouais, tu fais ok, j'aurais pas tenté, mais pourquoi pas. C'est atroce. Dis-moi qu'on peut passer au 6ème vite, s'il te plaît. C'est ça, parlons vite fait chiffres. Alors, déjà, les critiques d'époque disent que c'est globalement. C'est une merde! Le scénario est confus, Jason n'est pas là, les personnages sont oubliables, on en a rien à foutre. Voilà. Et. Sachant que, c'est pas, ils disent ça alors qu'ils estiment le slasher, c'est les critiques ciné de l'époque, le slasher c'est vraiment le genre que les ados vont voir pour Special. Là c'est vraiment... c'est les critiques de l'époque qui méprisent le slasher par essence. C'est-à-dire que c'est le slasher c'est nul, mais alors celui-là, à l'échelle du slasher, est vraiment très nul. C'est ça, on en parlera sur le 6 où ils sont un peu plus élogieux, mais encore une fois, bref, vous verrez. Mais donc, 2,2 millions de budget, 22 millions au box-office, x 10. C'est hallucinant. C'était vraiment quand même une période de floraison pour le slasher qui était tout à fait remarquable et en même temps qui... Un des avantages de cet épisode, c'est que ça m'aura vraiment retiré cette espèce de fétichisation que je pouvais avoir par instant à l'époque. Non, vraiment pas. On a gardé les bons films ou on a gardé les films populaires. Et c'est 176 000 entrées en France. Oh putain. Pour info, c'est entre 5 et 6 fois ce qui a fait Grave en entrée. J'ai envie de pleurer. Allez. Et du coup, oui, x10. Donc même si les critiques sont désastreuses, on lance la suite. Et ensuite, encore une fois, l'année d'après, Exactement. Jason Lives, Jason le mort-vivant, enfin celui qui est réputé comme étant le meilleur, le chef-d'œuvre, la pierre angulaire de la franchise. Freddy 3 lui met un boulevard, mais c'est pas grave. Oui, c'est fini. Je pense sincèrement que Freddy 3, 4 et 5 l'explosent, mais pas de soucis. Moi, j'aime pas trop Freddy 2, donc peut-être Freddy 2 c'est sujet à débat, mais... Bref, Vendredi 13-6, sachant que c'est le premier qui enfin assume ce truc de... On est intéressé que par Jason, il s'appelle donc Jason Lives Vendredi 13-6. Jason le mort-vivant, voilà. C'est lui qu'on met en avant. C'est vrai que c'est le premier de la saga à avoir Jason dans le titre. Voilà, qui va avoir, donc rapidement sur l'histoire, Jason est mort au chapitre 4, le chapitre 5 c'était une merde, on ressuscite Jason Frankenstein style, et on est reparti. Globalement c'est ça. Il y a du Alice Cooper dans la BO, c'est cool. He's back. Et vraiment BO, c'est-à-dire vraiment morceau composé pour les films, avec un clip réalisé par Joseph Zito. Qui est dans l'album Constrictor d'ailleurs, plutôt chouette album. Alors, donc Joseph Zito, réal du 4, réalise le clip d'Alice Cooper pour le film. He's back, the man behind the mask. Et alors, c'est peut-être aussi le moins bordélique de la saga. Alors oui, le 5, le bordel peut s'expliquer aussi par une raison assez simple. Ils étaient 5 au scénario.
5. Et après, on essaie de me faire croire que cette franchise est défendable. Ils l'ont écrit à 10 mains. À 10 mains. Là où, Vendredi 13-6, c'est Tom McLoughlin à la réal et au scénario. Et il est seul au scénario. Alors Tom McLoughlin, qui en plus d'avoir des cheveux tout à fait sympathiques, Évidemment. a participé à Critters 2. Il joue dans Critters 2, c'est juste ça, j'aime bien Critters. Et il a réalisé One Dark Knight aussi, qui est peut-être aussi une des motivations qui fait qu'il a voulu partir vers le zombie et vers le paranormal. Mais force est de constater que c'est le film qui se démarque le plus en termes d'écriture, aussi parce que c'est le plus drôle, mais vraiment pas malgré lui. Il est enfin conscient de ce qu'il est, à savoir quand même une grosse connerie. C'est ça, mais au-delà de ça, t'as cette scène lunaire où, alors au-delà de la scène de ce couple en voiture, où au-delà d'avoir la femme qui dit j'ai vu assez de films d'horreur pour savoir qu'un mec avec un masque de hockey devant nous, c'est pas une bonne nouvelle. Appelle-moi Kevin Williamson. Et t'as ce moment lunaire du coup, où après que le mec se soit fait buter par Jason, la meuf essaye d'acheter Jason en mode me tuez pas, prenez mon argent. Ouais, mais en fait, le 6 épouse enfin son statut de petite comédie, enfin de comédie d'horreur en fait quasiment, pour devenir cet hybride slasher, fantastique, comédie, en suivant vraiment son tueur, en ne donnant, en écrivant un scénario qui n'est en fait, qui est quasiment proche d'une BD en fait, qui est quasiment plus proche d'une suite de scénettes et de séquences pour mettre en scène son tueur. Mais ce qui fait que c'est infiniment mieux rythmé aussi. Bah c'est ça, c'est typiquement la scène du paintball. Oui. Aucune autre raison d'être ici que de mettre en scène des meurtres. La scène de sexe dans la caravane. Ah, c'est ça, alors les deux gros défauts que je donne au film du coup, c'est que je trouve que la review value, alors terme horrible, je sais, vous avez compris, je trouve que la review value est un peu limitée. Parce que le film n'est vraiment drivé que par ces meurtres. Genre vraiment que par ça. Et également je trouve que du coup, il est effectivement mieux rythmé, mais ça donne un film qui est parfois un peu hésitant sur la direction à prendre, notamment sur la façon dont il doit se conclure à un moment, parce qu'il ramène Tommy Jarvis, encore une fois, le 6. Alors, oui, Tommy est dans le 5, mais alors vraiment, début, fin, bref, il est en stage, quoi. Et on ramène il est vraiment là pour être dans le climax, c'est Jason. Ouais, c'est ça. Et dans le 6... le film est vaguement... Le film se suit plutôt bien, mais je trouve qu'il a quand même du mal à assembler toutes ces petites vignettes entre elles, alors que ça devrait être quelque chose d'un peu plus décohérent, ce que je trouve le remake réussit pas si mal. Mais ici, je trouve ça encore un peu bancal, mais c'est enfin un film qui s'assume, c'est enfin un film qui comprend à peu près ce qu'il doit faire, et c'est enfin un film qui épouse pleinement son statut de demi-nanar, quand même, sous certains aspects, parce que enfin, t'as quand même cette parodie de James Bond avec Jason, t'as quand même des répliques de... faut les oser, hein, ouais. Mais le fait... Je repense à la scène de sexe dans la caravane, qui pour le coup est vraiment traitée de façon comique. C'est-à-dire que t'as la meuf au-dessus du gars, et elle est vraiment là... Faut que tu jusqu'à la fin de la chanson. Elle dure combien de temps? 7 minutes. Oh là là. Mais c'est ça. Mais il assume ça. Après, on peut pas nier la censure. La censure a frappé à nouveau, et ça se voit. Ça se voit. Alors, c'est vrai. Mais toi, je sais que tu es beaucoup plus client du film que moi, parce qu'il s'approche aussi de la comédie horrifique, qui est un genre qui te parle beaucoup plus de base. Bah c'est sûr, et t'en parlais un peu, mais le film, au-delà d'être conscient de ce côté, les gars, on est 6ème de la saga, on va pas faire comme ça, on va inventer la roue. On est au 6ème d'une saga qui n'a jamais été plus qu'un espèce de prétexte. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça que du coup, ils savent aussi qui sont leur public, c'est-à-dire soit des ados en manque d'écran secondaire pendant qu'ils font une autre activité, oui. Et des fans intérieurs de films d'horreur. C'est pour ça que tu as des grands noms qui sont mentionnés, notamment on parle des comtés de Cunningham et de Carpenter dans le film, et le personnage du flic, du shérif et de sa fille s'appelle Garris. Alors, Mick Garris n'avait pas réalisé de film à cette époque-là, mais Tom McLoughlin et Mick Garris ont coécrit un même épisode de la série Histoire Fantastique. Oui, bon bah la référence est là. Hein. Voilà. Mick Garris qui, donc on en avait parlé vite fait sur l'épisode Carpenter, qui est la réponse, mais qui est connu pour pas mal de choses, hein, notamment Critters 2, Psychose 4, des épisodes de la série Freddy. Sleepwalkers, c'est lui aussi. Oui, justement, j'allais y venir, qui est connu surtout pour deux choses. Être à l'initiative de la série Master of Horror, donc c'est pour ça qu'on vous renvoie à l'épisode Carpenter, et d'être le mec qui a le plus adapté Stephen King. Alors,
Mike Flanagan est en train de le talonner. Ouais, j'allais dire, il est suivi de pas loin derrière. Mais Mick Garris, c'est Désolation, Le Fléau, La Nuit Déchirée, donc c'est Paul Coeur, Sac d'Os et la mini-série Shining. On vous renvoie à l'épisode Stephen King. Voilà, on y arrive. Mais pour le coup, là où vraiment McLaughlin se démarque par rapport aux autres, c'est vraiment, je trouve que la mise en scène a vraiment un step, c'est-à-dire que Jason est vraiment iconisé, notamment sa surpuissance, c'est-à-dire que... c'est le premier film où il assume... dans le 4, déjà, ça y va. Mais là, c'est le premier où il a des super pouvoirs. C'est ça, c'est-à-dire qu'il va littéralement... Ressusciter, au-delà de ça, il va imprimer le visage d'une meuf sur une cloison en métal. Il va arracher le cœur d'un homme à main nue. C'est ça, il va plier le shérif en deux, il va faire tourner la tête à un certain personnage. Littéralement, la tête fait un 180... et c'est pas comme dans l'Exorciste, hein, c'est vraiment... le cou reste là où il est, c'est la tête qui bouge. Vraiment, il est surpuissant à ce niveau-là. Notamment celle qui se fait retourner la tête, donc c'est le personnage de Nikki qui est joué par Darcy DeMoss, alors qui a joué dans Body Double, qui est mentionné comme meuf dans la boîte de nuit pieds nus. Et visiblement... Ça me fait penser au personnage de Destination Finale 4... qui sont appelés racistes et femmes du raciste. Racist et Racist's Wife. Et qui visiblement est dans The Onanaya Club de Tom Six. El Famoso film qui n'est pas ça, qui ne sortira jamais. C'est ça, qui est fini depuis 5 ans, qui sortira pas. Qui sortira pas. Et alors, comme évoqué plus tôt... Si vous militez pour la sortie d'un film de Tom Six, je vous en supplie, ne venez pas me parler. Vous me faites peur, à l'aide. Ou alors c'est que vous avez un lien pour le film et à ce moment-là on est preneur. Il est preneur. Bon, moi pas. Je veux juste choper du truc que personne n'a vu. Et donc, Martin Baker aux effets spéciaux, donc qui était déjà là sur le 3 et le 4. Et qui vraiment s'éclate avec la surpuissance de Jason. S'éclate, mais se fait niquer par la censure derrière. Se fait niquer par la censure, mais... À nouveau... Je pense qu'il doit manquer au moins de 4-5 minutes. Hein. Possible. Et 4-5 minutes, alors ça peut avoir l'air peu, on parle de 4-5 minutes que d'effets gore. Donc autant dire que sur un film long avec plusieurs scènes de kill, c'est 10 secondes par-ci, 30 secondes par-là, enfin ça fait vite beaucoup quoi. C'est ça, et au make-up, ils étaient 15. Du coup c'est sûr qu'ils se sont fait niquer. C'est ça. C'est sûr et certain. Et la seule scène qui est vraiment gore, tu vois un résultat, c'est dans la cabane là. Tu vois pas, parce que c'est filmé la seule image que tu vois, elle est dehors. Je suis sûr qu'il y a une version... Avec les fusions de sang... Je suis sûr qu'il y a une version de cette scène, où tu vois ce qu'il y a dans la cabane pendant... voilà. Et alors là, ça doit être un festival. C'est ça. Mais par contre, c'est aussi 15 personnes. C'est aussi une démonstration que Jason est vraiment à fond là-dedans, c'est-à-dire que t'as l'effusion de sang, t'as le corps qui sort à moitié par la fenêtre, qui explose, et t'as en plus Jason qui va récupérer le cadavre après, enfin vraiment, à ce moment-là, il est déchaîné. Et alors, bon, après sur les 15 au maquillage, il y en a quand même 8 qui ont rien fait d'autre de leur carrière, littéralement rien fait d'autre, dont un certain Jim McLaughlin. Tiens. Il y a aussi une McLaughlin au casting, donc sûrement un hasard, sûrement un homonyme. Ouais, sûrement. Et en guise de cerise sur le gâteau, on en a parlé, mais He's Back de Alice Cooper. En général, quand Alice Cooper, Alice Cooper qui a eu des takes sur les personnes trans un peu bizarres, ce qui est amusant vu le nombre de fois où il doit être pris pour une vieille femme d'ailleurs. Mais notamment dans Dark Shadows de Tim Burton. Ça, mais en général, c'est quand même... C'est un... En fait, j'ai pas envie non plus d'être méchant avec lui, parce que c'est quand même une vieille personne aussi, on va le dire, hein, qui vieillit mieux que d'autres, je pense à Rob Zombie par exemple, mais qui en plus sur scène fonctionne toujours assez bien, pour l'avoir revu pas plus tard que cet été, mais c'est quand même quelqu'un qui musicalement, et même en termes de présence, je trouve, à l'image, arrive toujours à ramener cette espèce d'aura années 80, dans le meilleur sens du terme, que je ne m'explique pas. C'est-à-dire que, même dans Prince des Ténèbres, où il a le petit rôle... Du clodo. Ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'il ramène vraiment quelque chose, et j'adore entendre sa voix ou le voir à l'écran. Je trouve que c'est vraiment... même dans Freddy 6, où il joue le père de... Le père de Freddy, ouais. Ça, je trouve qu'il a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et... Même son petit caméo dans Dark Shadows, encore une fois... Je déteste Dark Shadows. Du coup, tu te rappelles, il se joue lui-même... Oui, il se joue lui-même, il fait le concert à la fin. Oui. C'est ça. Mais, et là, dans le His Back's Man Behind the Mask, il confirme le côté vraiment et définitivement pop du film, qui épouse enfin ce truc de « mets-moi en fond pendant que tu manges des pop-corn, tu tournes la tête quelques fois toutes les 10 minutes, et c'est
très bien comme ça. Et encore une fois, il n'y a aucune honte à ce qu'un film reconnaisse son statut. Je suis fan de Détour mortel et de Hatchet. C'est vraiment pas des films qui valent pour autre chose que pour leur meurtre. Bah, même si on prend, je sais pas, si on prend Saw, si on prend Destination Finale... Saw peut avoir pour lui le côté un peu saucisse, un peu rigolo. Destination Finale, c'est déjà au jeu, mais en fait, Destination Finale, il y a toute la mise en contexte avant qui est importante. Là où Hatchet et Détour mortel, c'est vraiment que les meurtres, quoi. Genre, le reste, t'en fous. Et ce que je veux dire, c'est que dans Détour mortel, je défends le 4. À partir de là, je trouve même que toutes les suites de Détour mortel sont mieux que le 1, c'est dire, sauf le 5. Le 5 est nul, et le remake est nul aussi d'ailleurs. Et Hatchet, j'aime tout, sauf le... Victor Crowley? Non, c'est le 3. C'est le 3 que j'aime pas. Ok. C'est celui qui est pas réalisé par... lui. Adam Green? Adam Green, merci. Donc, c'est ça, c'est que moi, j'ai pas des grosses attentes non plus. Et à nouveau, quand je dis c'est des films qu'on met en fond et que tu genre t'es en mode attends, là il y a un meurtre. Pour moi, il y a aucune honte à ça, vraiment aucune. Au contraire, ça veut dire voilà, tu sais où sont tes forces et que tu regardes ça. Dire, si je peux me permettre une comparaison un peu motocross, mais avec un film que j'ai déjà abordé beaucoup de fois sur d'autres sujets, mais qui pour moi est tout à fait exemplaire, The Night Comes for Us. J'adore ce film. Sorti des scènes de baston, je regarde d'ailleurs. Mais par contre, dès que ça se tape dessus, là, je regarde. Et c'est pour ça, depuis le début, quand je parle des box-office, je parle que du box-office cinéma, mais je pense que c'est des films qui cartonnent en vidéoclub. Ah mais je suis même à peu près sûr, parce que c'est l'archétype même du film que tu mets en fond. Et en fond, et je dis... En fait, j'ai vraiment pas envie que ce soit mal pris, au pire, vas-y, venez me chercher, hein, mais quand je dis en fond, c'est pas en fond comme tu mettrais, ou comme je mettrais, ce que j'ai fait par exemple, de Nicolas Cage, en fond. Chose que j'ai fait, parce que quand j'ai vu tous les films de Nicolas Cage, sortez-moi de là, j'ai perdu. C'est un malade mental. Ouais. Enfin, tous les films, il y a 2-3 ans, je faisais en même temps que Discordia, donc... Autant dire qu'il depuis, il n'en a pas sorti de temps que ça, en vrai. Bref. Mais il a remboursé ses dettes depuis. Ouais. Mais c'est beaucoup de films que je mettais en fond, en faisant autre chose. Mais juste, là, c'était vraiment... Je tourne un œil parfois, mais sinon je fais autre chose. Là, c'est vraiment des films, juste tu le mets, tu fais autre chose, effectivement, mais régulièrement, quand tu regardes, tu passes un bon moment. Juste, déjà, ne les bingez pas. Vraiment, ouais, non, pire chose à faire. Pire chose à faire. Parce que binger les Freddy, oui. Binger les Hellraiser, non. Binger Vendredi 13, non. Binger les Halloween, qui binge les Halloween? Je pense que ça doit être infernal. Parce que... Surtout l'enchaînement, genre... Surtout l'enchaînement montagne russe, quoi. C'est ça, l'enchaînement 5, 6... Bah, 7, un petit peu 5, ça va, mais 6, 8... H20, 8, intankable. H20 à la limite, mais... Je pense qu'il est noyé... En fait, il finit naturellement coulé par les autres. Oui. Ça, même après, hein. Parce que H1, H2 de Rob Zombie, ouais, mais le côté white trash, ça doit être vraiment fatigant. Par contre, je pense que je peux me binger la trilogie Gordon Green. Ah, je pense que j'aurais du mal quand même. Moi, le Halloween Ends... tu mets le Halloween Ends juste après les deux autres? Pas sûr. Mais bref, tout ça pour dire, ne les bingez vraiment pas. Vraiment pas. Et si vous ne devez en voir qu'un, et je pense que je terminerai sur ça, honnêtement, allez sur le 6. Oui. Honnêtement, allez sur... Enfin, faites-vous genre 1, 4, 6. Crois-moi, vous raterez rien. Bah, ou même... Et quand je dis vous raterez rien, là par contre, je le dis sincèrement, sorti du statut iconique, voire légendaire qui a été donné à cette franchise, hein. Je tiens à dire, pas que la franchise a gagné, je pense sincèrement que vous ne perdez rien en regardant pas ces films. C'est ça, mais même franchement, ne bingez pas la saga. Genre vraiment, faites-vous... Même si vous voulez du slasher de l'époque... On pensait vraiment que ce serait une bonne idée à la base. Si vous voulez du à la Vendredi 13, mais faites-vous Vendredi 13 6, Carnage, Sleepaway Camp... Faites-vous une saga camp d'été. Oui. Bah, honnêtement, faites-vous une sélection camp d'été, plutôt que la saga Vendredi 13. Mais mettez quand même au milieu La Famille Adams 2. Ah, bien vu. Ouais. Si on veut vite fait parler des critiques de l'époque... Elles sont un peu plus positives. Alors, elles le sont un peu plus, c'est-à-dire que il salue l'humour, la réalisation, l'aspect conscient aussi. J'ai vu assez de films d'horreur pour machin. Les références, comme j'ai dit, Carpenter, Cunningham. Après, encore une fois, c'est à l'échelle de critique qui méprise le slasher. C'est le haut du panier des films de merde. Dans leur bouche, j'entends, évidemment. Ah, mais... Et sur ça, même de la mienne, je le dis... Vendredi 13 6,
C'est le haut du panier des slashers pourris. Et force est de constater que, alors, il coûte 3 millions. Et là, on voit un peu plus l'argent. On voit un peu Même plus si, l'argent. à nouveau, la censure a sûrement fait perdre 1,5 million. Oui, mais pour le coup, t'as quand même des scènes où tu vois un petit peu d'argent. Je pense notamment au crash de la caravane. Oui. Où là, pour le coup, ça nécessite quand même de l'argent. Bah, même le résultat, la séquence, enfin l'image que tu vois dans la cabane assez gore, où là t'es en mode ah ok, il y a de la peinture sur les murs. Ouais. Et alors, le film fera 19,5 millions au box-office. Ce qui est très injuste. Alors, ce qui est très injuste, il fera seulement 100 000 entrées en France. Donc que ce soit en France ou aux US, c'est le plus faible résultat de la saga. Il souffre des précédents, je pense. Bah exactement. Là pour le coup, c'est symptomatique. C'est comme c'est comme dans la musique, tu fais des albums pourris. À un moment, tu fais un bon album, les gens ont arrêté de te suivre. Là, je pense que c'est exactement pareil. C'est que et preuve en est que le film est particulièrement bon, c'est qu'aujourd'hui, il a été récupéré quelque part par le fandom pour dire celui-là, il est bien, les gars. Mais c'est que tu fais comme Vendredi 13, 2, 3, 4, 5. Au bout d'un moment, les gens se disent bah non, écoute, on a déjà morflé 4 fois, voire 5 fois si tu comptes le premier, on va pas aller voir le 6ème. De la même façon que, alors dans un autre registre, le James Bond avec George Lazenby, donc au service secret de Sa Majesté, a été vraiment boudé à l'époque, parce que notamment c'était le premier sans Sean Connery. C'était quoi ce juste avant ? Du coup c'était donc Dr No, Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre et On ne vit que 2 fois. Ça va, c'est pas les pires. C'est pas les pires, mais vu que c'était le premier sans Sean Connery, il y a eu ce truc de c'est qui lui, et en plus ils ont pas pris un Britannique pour Bond, ils ont pris un Australien, c'est quoi cette merde ? Je peux comprendre. Alors qu'aujourd'hui, le fandom Bond a largement réhabilité au service secret de Sa Majesté au point de le considérer comme un des meilleurs de la saga. Et on parle d'une saga de 25 films. Il est vraiment super. Oui, il est vraiment super. Après moi j'ai peur du moment où ils vont réhabiliter les Pierce Brosnan. Genre, oui ok, c'est un des meilleurs James Bond, mais faut vraiment lâcher avec... Moi c'est Roger Moore, Die Another Day, c'est vraiment nul. Ouais, mais il y a des scènes rigolotes, mais en fait, je pense que l'interprète de Bond avec lequel j'ai le plus de mal, c'est vraiment Roger Moore. Non, je parle pas de l'interprète de Bond, je parle vraiment de la qualité des films, genre Die Another Day ou celui avec Sophie Marceau et Denise Richards. Lui. Il y a. Bref, on voit lequel. C'est vraiment nul. Le troisième avec Brosnan. Parce que il y a GoldenEye, c'est de la frappe. Mais alors les deux autres. Il y en a 3 autres. Bref, celui avec. Quoi, je vais continue de parler. Je vais trouver ça. Et donc x6,5 au box office. Ça reste un succès, évidemment. Si tu fais 6,50 ton budget, t'es rentable, donc forcément une suite est mise en chantier, mais ce ne sera pas pour cet épisode. Malheureusement, bande de gourmands, vous devrez attendre un mois. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on va revenir incessamment sous peu. J'ai retrouvé mon truc. Donc le premier avec Brosnan, c'est GoldenEye. Ouais. C'est de la frappe, c'est trop bien. Ensuite, c'est Demain ne meurt jamais. Oui. Avec Michel Yeo, qui est vraiment bien, et qui d'ailleurs a été fait par Roger Spottiswoode. Je suis en train de regarder, mais Roger Spottiswoode, donc qui a aussi fait À l'aube du 6e jour, enfin bref, qui était vraiment vraiment cool. Et ensuite, juste après, c'est Le monde ne suffit pas, qui commence doucement à être nul, qui est réalisé par Michael Apted. Alors Michael Apted, si vous ne savez pas qui c'est, Le monde de Narnia, le film avec le bateau. L'Odyssée du passeur d'aurore. Ouais. C'est le 3 celui-là. Qui est nul. Et ensuite Meurt un autre jour, qui est, je pense, l'un des pires James Bond, même si j'adore le générique de Madonna, mais j'aime beaucoup Madonna, qui est réalisé de façon complètement incompréhensible par Lee Tamahori, qui est un plutôt bon réalisateur, parce qu'il avait fait L'âme des guerriers, qui est un film néo-zélandais qui a mal vieilli, mais qui a éveillé les gens sur le sujet notamment des violences conjugales, qui avait fait Le masque de l'araignée, qui était super, qui avait fait récemment Devil's Double, récemment 2010, qui était cool, mais qui avait aussi fait Next, avec Nicolas Cage, qui est une coupe, on dirait un aigle dedans, et Triple X 2. Vraiment, je ne comprends pas, et qui, il me semble, Lee Tamahori, ça je me moque, mais c'est pas gentil, est mort fin 2025, 7 novembre 2025. Okay. Mais bref. D'ailleurs, en parlant de gens qui sont morts en 2025, on l'a pas mentionné, mais sur Tommy Jarvis, dans le 6, on a donc Dominique Collignon-Morin, l'AVF de Nick Cage. Oui. Alors le 4 août, ça fera 1 an qu'il nous aura quitté, mais sachant que Nick Cage en France, je pense sincèrement, lui doit beaucoup. Vraiment. Alors, je crois que j'ai déjà évoqué Volte-Face en VF à ce micro. Sûrement. Qui est, je pense sincèrement, l'une des plus grandes VF de tous les temps, si ce n'est la deuxième plus grande VF de tous les temps. Elle se tape la place avec De la Morte et de la Morée pour moi. Mais c'est. Et pas avec Alain Macas. Comment ? Et pas avec Alain Macas. Lui, c'est numéro 1. Lui, c'est numéro 1 facile. Littéralement, il rend la VF meilleure. Mais Volte-Face, ça fait vraiment partie de ces
très 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 rare VF, où le film est vraiment meilleur en VF qu'en VO, parce qu'en VO, on le dira jamais assez, mais John Travolta joue mal, joue pas bien, et Nick Cage est un peu trop en furie, là où, en VF, il est, et je vais me citer moi-même parce que c'est parfait, sur la ligne parfaite entre le chaos incontrôlable et total, et la maîtrise parfaite et absolue. Quelque part, c'est peut-être ça le génie. Et vraiment, Dominique Colligny-Morin fait un boulot monstre, et vous avez tous une réplique de Nicolas Cage en tête, que ce soit Benjamin Gates, que ce soit même 60 secondes chrono. Et bref, c'est à lui notamment qu'on doit tout ça. Et accessoirement, vite fait, pour parler de Dominique Colligny-Morin, il a été doubleur sur un de mes films préférés qui est Breakfast Club, donc, où il joue John Bender dedans. Ah, c'est lui ? Ouais. Ok. Et c'est accessoirement Luke Skywalker. Ah ouais, c'est lui aussi ? Sur tous les Star Wars ? Sur, en tout cas... J'avoue que j'ai très peu la VF de Luke en tête. Autant celle de Nick, je l'ai beaucoup, hein, mais j'ai très peu celle de... Parce que j'imagine que c'est celle de Luke jeune. C'est la voix de Luke dans la trilogie originale. Parce que est-ce que c'est lui dans la postlogie ? Parce que la VF de la postlogie, en tout cas que je visualise du peu que j'en ai entendu, m'a l'air quand même sacrément différente. Bah, c'est un Luke vieillissant, après, forcément. C'est ça, mais est-ce que c'est lui aussi ? Telle est la question que je me pose. Alors non, c'est pas lui dans la postlogie, mais il a quand même continué à doubler Mark Hamill jusqu'en 2024, tout de même, parce que c'est lui qui le double dans Kingsman et dans Life of Chuck. Ok, bah ça explique tout. Nous en avons fini pour cette première moitié de franchise, 6 films, mon dieu, mais un épisode relativement court, malgré tout. Sur nos standards, en tout cas. Nous avons eu l'air sévère, mais vous avez tout à fait le droit d'aimer Vendredi 13 si vous voulez, ne venez pas nous attraper la veste, pas de soucis, blablabla. Bref, on espère que vos vacances se passent bien, on espère que vous arrivez à vous protéger de cette foutue chaleur, et on vous invite évidemment, si vous en avez les moyens et les possibilités, à aller soutenir nos amis les pompiers, étant donné que le gouvernement ne l'a pas fait, ou en tout cas l'a fait en les aspergeant de gaz lacrymogène lorsqu'il le demandait. Yes. Bref, on vous invite vraiment à le faire si vous en avez l'occasion. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, surtout en ces périodes de canicule. On ne le répétera jamais assez, mais la canicule n'est pas un phénomène anodin, c'est un phénomène politique qui doit être politisé, qui doit être récupéré, et qui aussi, et surtout, doit être récupéré de la bonne façon, n'est-ce pas ? Votez bien en 2027. Bref, on espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous suivre sur les réseaux, évidemment, où à nouveau on le rappelle, mais on poste tous les jours des petits formats à droite à gauche, et bientôt... Au moment où cet épisode sort, la semaine suivante, sans engagement de ma part, on sait jamais, sortira la suite de mon article sur Neil Marshall sur la chute. Dites-vous, parce que la première partie de mon article s'appelait, si vous vous en rappelez, Neil Marshall par amour, parce que c'est pour essayer d'exprimer un peu... l'affection sincère que je peux avoir pour ce réalisateur malgré ses excès. Dites-vous que la deuxième partie s'appelle Neil Marshall par amour jusqu'au bout. Voilà, quelque part, ça pose le ton sur là où on est. Bref, il y a ça, il y a notre interview de Double Danger qui sort. Pareil, toujours sans engagement de ma part, parce que Ça sort la semaine prochaine. Ça, par contre, c'est sûr. On sait pas quand, mais semaine prochaine. Semaine prochaine. Et il y a ça, l'épisode, du coup, Vendredi 13, partie 2, sort le mois prochain. Et à partir de septembre... A priori, vous saurez où nous retrouver. Un indice, regardez les épisodes de l'année dernière. Bref, merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci Encore beaucoup. une fois, bon été. Et puis, à la prochaine.